Ces 3 schémas qui persistent dans l'esprit des gens, que c'est soit que pour les militaires, que pour les cascadeurs ou que pour les fous. À chaque fois que je disais bon bah je vais sauter à ce soir, elle avait les larmes aux yeux direct. On a eu vraiment beaucoup de coups durs et beaucoup de bâtons dans les roues. Parce qu'il y avait aussi La méchanceté en fait. À ce point. je me suis... Ah ouais, mais carrément. Mais tous les sportifs de haut niveau, ils te le diront. Putain mais en fait on se prend la tête pour des et quand t'es là-haut, ça te remet un peu le sens des priorités. Karine, elle a 12 records du monde, moi j'en ai 10. C'est 10 fois plus que ce qu'il faut pour avoir déjà du crédit. Si on fait pas ça, on pourra jamais prétendre à aller décrocher ce titre international. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce, chaque semaine, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu regardes cet épisode, cette version vidéo, cette version audio, enfin bref, que sais-je, laisse ton meilleur 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, bref, de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, on a sorti le grand jeu, on a 3 caméras, on a 2 invités devant nous, ce qui est une première sur le podcast. Je suis entièrement gratifiant. Hop, tu voulais continuer sans moi, petit coquin? Juste un petit mot d'excuse pour la synchronisation du son qui n'est pas optimale, l'absence de la 3e caméra, ou bien encore le focus sur mes cheveux plutôt que sur ma tête. Tout cela est contre mon gré et a été rapporté au studio en charge de l'organisation. Mais malgré tous ces petits détails techniques, je suis certain que cet épisode va te plaire. En vrai, il est pète sa mère. Allez, c'est parti. De vous recevoir, Greg et Karine, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Avec plaisir. De me consacrer du temps aussi. Ça fait vraiment super bizarre juste de... Tu vois, hier, vous avez eu votre petite fanbase qui étaient mes parents. Je leur ai dit, demain, je vais faire une interview. Du coup, ils ont regardé votre contenu, ils se sont dit, mais c'est incroyable et tout, machin. Ils disent, putain, Tom Cruise, Danny Boone... Ils étaient fans. Donc en vrai, non, je suis honoré de vous avoir aujourd'hui. Qu'on puisse échanger un petit peu sur votre parcours. Merci. Sur un peu votre philosophie de vie aussi, sur votre vision des choses, ça m'intéresse beaucoup. Étant en pleine période d'introspection, on dirait à mon âge, c'est important pour moi. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà un petit mot à dire en début d'épisode, sans trop vous présenter, parce que ça, je vais le faire à votre place. Ouais. J'ai un petit concept en début d'épisode qui fait que je me présente à la première personne. Accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures. Ah, moi j'ai un mini teaser, mais qui crame rien. Vas-y. Parce que quand même, j'en suis très fier. On est quand même le seul couple au monde à faire ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Donc voilà, bon teaser, à toi de présenter. Ok. Et Karine, tu vas ajouter quelque chose à ça ou... Bah ouais. C'est la surenchère, forcément. Je peux pas laisser gagner. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, on va commencer justement par la présentation de Madame en premier lieu, mais on va commencer sur quelque chose d'un peu plus global au début. Donc je me présente à la première personne, ok. Je fais une petite recherche sur vous. À tous les rageux ou les rageuses sans ChatGPT, voilà, je tiens à dire. J'écris jamais ces textes avec ChatGPT parce qu'on pourrait le croire, sans dire que c'est au point d'un robot ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est quelque chose où j'aime prendre mon temps, parce que ça me permet de vous connaître avant l'interview, avant qu'on se rencontre, et ça me permet aussi de vous montrer que je suis pas non plus venu les mains dans les poches, quoi, directement. Voilà. Je vous propose du coup de commencer. Bonjour à tous, ici Greg et Karine, enchantés de faire la connaissance de tous les fidèles auditeurs de Toms en ce jour. Nous aimerions aujourd'hui vous dévoiler notre passion pour le free fly, une discipline artistique du parachutisme, celle qui nous anime quotidiennement depuis plus de 20 ans, mais aussi dans laquelle nous avons inscrit notre nom en tant que champion et championne. Bien, maintenant que les présentations communes sont faites, nous allons nous présenter successivement en laissant place à la courtoisie. Les femmes d'abord, donc Karine. Je vis en toute quiétude durant mon adolescence, nourri par l'art et le design, qui me semble être mon cœur de prédilection. En tout cas, c'est ce à quoi je pense, jusqu'à que ma vie chavire en 1999, l'année de mes 18 ans. Je me retrouve contre mon gré, les yeux bandés, en direction de Lyon, en plein cœur d'un lieu improbable et inconnu à mes yeux. Un aérodrome. Ma famille ne le sait pas encore, mais ils vont radicalement changer mon chemin de vie de façon irréversible. Au-delà d'une expérience, je découvre une sensation que je n'ai jamais connue nulle part ailleurs. Celle de la liberté. Comme dans un conte de fées, je reçois un coup de baguette magique, mais ce n'est pas la robe de Cendrillon, ni même ces talons qui me sont donnés, mais celui de dessiner un nouveau chemin, d'entreapercevoir ma destination de vie, celle à quoi je suis réellement prédestiné. Je jongle donc entre créer des croquis en tant qu'architecte et sauter d'un avion à des milliers de mètres du sol, malgré des contraintes de temps ou d'argent.
C'est à l'âge de mes 23 ans que je finis par apprendre à voler de mes propres ailes, ce qui me laisse le luxe de me consacrer à 100% au parachutisme. Au revoir l'architecture, bonjour ma nouvelle vie. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je rencontre LA personne avec laquelle je peux partager cette passion au jour le jour. Greg, ce bel homme qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Important. Hein. Important. Alors que notre rencontre n'a eu lieu qu'en 2004, nous nous lançons officiellement ensemble dans l'incroyable discipline du free fly à travers notre équipe de choc nommée Airwax Free Fly en 2008. Et c'est à partir de là que les sauts, si ce n'est dire les expériences, les sensations, les frissons, l'excitation, s'enchaînent, donnant lieu à un compteur absolument grandissime. Plus de 7500 sauts à l'heure actuelle, 850 heures en soufflerie, 12 records du monde et de nombreuses compétitions internationales remportées en parallèle. C'est à travers tous ces exploits que je sensibilise les personnes à repousser leurs limites, que ce soit à travers mon livre « L'horizon des possibles », mais aussi des conférences où mon but est de contribuer aux rêves de chacun. Mais je vais éviter de trop m'attarder à mon sujet, car je risque de mettre en péril la présence de Greg, qui par chance ne s'est pas encore endormi. Greg, donc. Je risque pas de m'endormir, c'est incroyable. Bravo. Hein. Ouais. Franchement, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Hello, ici Greg. Je vais brièvement, après cette première présentation, vous révéler mon parcours de façon qu'il complète notre duo avec Karine. Pour mon histoire, cette fois-ci, nous n'allons pas prendre l'allégorie de Cendrillon, mais plutôt celle d'Obélix. Mais non pas par son physique, je tiens à vous rassurer. Parce qu'il mange beaucoup. Blague à part, je tombe dans la marmite de l'aviation dès mon plus jeune âge, grâce à mon père, pilote d'aviation et de montgolfière. C'est à 16 ans que je découvre le parachutisme, et depuis ce jour, je ne cesse jamais de voler. Il m'est aussi difficile d'exercer cette passion à temps plein, ce qui me conduit à gérer en parallèle de cette seconde vie un poste au cœur de la marine marchande, sans parler de l'obtention de ma ceinture noire de karaté. La suite, vous la connaissez. Après ma rencontre avec cette charmante dame, toute ma vie se tourne vers la passion du free fly. Et si nous devions prendre du recul sur mon palmarès, il faut dire que je ne suis pas allé de main morte. Plus de 10 000 sauts, 3500 heures en soufflerie, 10 records du monde et 32 compétitions avec à chacune d'elles un pied sur le podium. Et si nous dézoomons encore et que nous revenons à une description plus commune, nous remportons le championnat de France dès 2009, puis la Coupe du Monde en 2012, ainsi que le titre de champion du monde de free fly en 2018. Finalement, que dire de plus sauf waouh. Au-delà du travail acharné et de l'accomplissement, la vie qu'on a, bordel. On voyage absolument de partout, pratique notre passion comme un métier, sensibilise, inspire des milliers de personnes à travers les médias, continue de surprendre et de nous surpasser, comme ce 10 millième saut au-dessus de l'Everest, sans parler de toutes ces figures aussi incontournables soient-elles, encore irréelles devant ses yeux ébahis. C'est comme si des étoiles s'étaient alignées lors de notre rencontre en 2004, que nous étions dans une stimulation constante, avec aucun retour possible en arrière. Et cela se reflète sur notre public, puisque, au-delà de vouloir former la prochaine génération de parachutistes, nous sommes, et vous êtes, un exemple sur la façon dont vous mêlez union et passion. Mesdames, Messieurs, ici Greg et Karine, enchantés de faire votre connaissance. Bravo, ouais, c'est pas facile comme exercice. Incroyable. Merci. Eh ben, tu sais que la fois où on a vu quelque chose qui s'approchait de ça, parce que c'est même encore plus élogieux, c'était à l'Assemblée nationale, quand on a été invité à l'Assemblée nationale. À ce point. Tu viens de faire un travail extraordinaire. Bah, merci beaucoup. Allez, politique, c'est parti. Allez, j'ai raté ma voix en fait finalement. Député, c'est parti. C'est ça, exactement. Non, mais merci beaucoup. Bah, c'est comme je vous l'ai dit, je Merci prends beaucoup. toujours du plaisir à écrire ça et j'essaie toujours de retranscrire au mieux les histoires de la meilleure manière. Alors, peut-être qu'il y a des coquilles temporelles, peut-être même des nombres, etc. qui sont pas bons. Donc... Non. Non, Moi, il y a une petite coquille. Ah, ok. Ouais. Dis-moi, vas-y. Profites-en pour. Quand j'apprends à sauter seule, en 2004, j'ai 23 ans. D'accord. Mais après ça, j'ai travaillé pendant 7 ans à Monaco en architecte d'intérieur. D'accord. Et en fait, on a pu se consacrer à notre passion qu'en 2015. Ok. Donc c'est venu un petit peu Ouais, plus on tard. était déjà en compétiteur, mais pas basculé en Ouais. pro. Ouais. Ok. Ouais, mais ça, On c'est une avait- subtilité. On avait des jobs normaux qui n'étaient pas vraiment normaux non Oui. plus. Mais... Oui. Ok. Mais on avait déjà, de toute façon,
notre âme avait déjà basculé dans le sport de haut niveau. Ouais. On était déjà inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, donc au final, c'est un détail d'engagement total. L'engagement total, moi c'est 2013 et toi c'est 2015, où on lâche tout, ce qu'on fait pour faire que du parachutisme. Après, il faut forcément faire ça de toute façon, si tu veux devenir champion du monde. C'est super important qu'on commence là-dessus justement, parce que j'aurais voulu un petit peu venir sur ça, sur cette transition où j'étais pas réellement au courant en fait. Je suis même un peu étonné de voir que c'est qu'à partir de 2013, donc pour toi Karine 15 pardon, et 13 pour toi Greg. En fait, vous avez commencé quand réellement 2004 à fond dans le free fly Peut-être même encore plus tôt, mais 2004 c'est la première fois on se rencontre, et c'est en 2007 qu'on dit tiens, pourquoi pas sauter régulièrement, et c'est 2008 qu'on crée l'équipe. C'est 2008 qu'on a un pied un peu plus dans le free fly à fond, parce que 2004 c'est l'année où on commence, où moi je commence à sauter seul. Donc au début, tu es juste dans la découverte et puis tu sautes à plat et tu n'as aucune idée moi, j'avais aucune idée que j'allais faire de la compétition un jour, tu vois. Mais après, quand on a commencé à faire de la compète, donc du coup, c'était 2009, la première année, 2009, même si on se préparait en 2008 déjà pour 2009. Et finalement, en montant un petit peu, en voyant tout le potentiel qu'on pouvait exploiter, finalement, à un moment, on s'est dit, OK, on lâche tout, puis on se met à fond, quoi. Puis on était un peu plus vieux que les autres compétiteurs. Tu vois, nous, on s'approchait déjà de la trentaine. Donc, on avait aussi une façon plus réfléchie. On voulait être sûr que, tu vois, avant d'inverser les curseurs, il faut être sûr. Donc, tu as déjà un titre de champion de France en N2. C'était la première validation. OK, il y a peut-être un truc à faire. Mais pourtant, tu vois, entre 2009 et 2013 et 15, il faut quand même engranger plusieurs titres et plusieurs vérifications pour dire OK, je lâche mon boulot. Parce que tu t'es déjà battu. Moi, je me suis battu pour être capitaine. Karine s'est battue pour être designer. On s'est battu pour s'installer à Monaco. Et là, tu dis, je nettoie la table et je recommence. C'est dur, hein, donc faut être sûr, quoi. Et comment vous l'avez vécu, ça ? Très mal. En fait, tu dis il faut être sûr, mais en fait, on n'était pas sûr. Moi, c'est ça qui est flippant. Moi, j'étais designer pour un bureau d'architecture qui fait des méga yachts sur mesure. Enfin, le job de rêve où on te demande de créer des trucs, t'as budget illimité. Et en plus, on était sur le port de Monaco, j'avais une vue de dingue. Enfin, c'était génial, j'avais une bonne équipe. Et là, d'un coup, tu dis, OK, je prends ma lettre de démission. Je vais voir mon boss qui est super cool et je lui donne ma lettre de démission pour un truc où on ne sait pas si ça va vraiment prendre ou pas. Quoi. Bien sûr, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Présenté comme ça. Ton job il est trop bien, ça pue, il y a un mec, je me casse. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais prétendre à aller décrocher ce titre international. Celui que vous avez décroché en 2018. Donc. Le titre de champion du monde. Donc si on veut se donner la possibilité de peut-être le faire, il faut passer par là en fait. Et toi, Greg, tu l'as vécu comment ? Non, mais c'est similaire. C'est similaire. Mais tu vois, il y a cette victoire en 2012, c'est aussi le destin qui dit il y a peut-être un truc. Vraiment, enfin, moi, je le vis comme ça. Parce qu'en 2012, là, on gagne une Coupe du Monde qu'on n'est pas censé gagner. Il y a une équipe russe qui est devant nous qui a en fait, en fonction du nombre d'années et puis du nombre d'heures en soufflerie, il y a des gens que tu peux pas battre. Donc, comme dans tous les sports, tu peux faire des parallèles similaires. Il y a des mecs, des fois, ils sont devant toi, tu peux pas rien faire. Et eux, ils se prennent les pieds dans le tapis, en fait. Ils font une erreur pendant la compète, une grosse erreur, qui fait qu'il y a un renversement. Nous, les seconds, on était déjà hyper contents de dire tiens, on va peut-être être vice-vainqueur de la Coupe du Monde, toi. Et juste avant avant la ligne d'arrivée, on passe devant. Et là, on gagne la Coupe du Monde. Incroyable. Donc c'est vraiment un cadeau. Et en même temps, tu dis mais peut-être qu'il y a un truc à faire. Peut-être que vraiment, si on travaille encore plus dur. Et tu vois, de 2012 à 2013, 2015, on met en route ça, quoi. Et ça prend du temps. Ça peut paraître être long comme ça, mais c'est long avant de dire OK, comment on va s'organiser, comment on va gagner notre vie différemment. Et puis c'est cette fameuse prise de risque. T'en as déjà pris tellement des risques pour arriver là, à faire une Coupe du Monde en République tchèque. Tu dis allez, est-ce qu'on double la mise, est-ce qu'on triple la mise ? C'est dur. Hein. Et en fait, aussi ce temps, je trouve qu'il est nécessaire, certainement dans beaucoup de sports, j'imagine, pour se rendre compte un petit peu des recettes gagnantes. Tu vois ? Bien sûr. Et une fois que tu as atteint le haut du panier, tu te dis ah ouais, mais en fait, c'est ça la recette. Je l'ai compris puisque je l'ai appliqué sur la dernière année. Bien sûr. Mais à moins que tu aies quelqu'un qui arrive justement, qui est déjà champion, qui te dit tiens, voilà ce que j'ai compris. Si tu l'appliques, tu vas gagner 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Toi, tu y vas comme ça et chaque année, tu comprends un truc en plus et tu le mets dans ton panier. Et tu vois, souvent, les sportifs, alors dans les sports qui sont connus, ils sont vachement bien encadrés, ils ont des coachs mentaux, ils ont
un nutritionniste. Il y a plein de gens qui les accompagnent pour les aider dans leur victoire. Ouais. Et nous, on a tout fait tout seul. On a découvert, tu vois, ce qui nous correspondait à chacun. Et c'est comme ça qu'on s'est bâti notre truc. Ok. Mais c'est vrai que du coup, ça a été assez long. Du coup, c'est long. Mais comment vous fonctionnez, par exemple, en termes d'organisation? Je suis un grand fada de l'organisation, au passage, j'adore ça. Comment vous faites? Vous prenez des notes, vous créez des fichiers, vous dites OK, ou alors c'est vraiment feeling dans la tête, OK, j'ai appris ça, je rassemble ça, et quand j'arrive le jour J et que je saute, je rassemble tout. C'est quoi un peu votre mindset autour de ça? On avait des approches un peu différentes. Moi, j'aimais bien cette volonté de multiplier par 2 d'année en année. Tu vois. Ok. Genre, on avait fait 20 heures de soufflerie, l'année prochaine, il faut qu'on en fasse 40, il faut qu'on en fasse 80, il faut qu'on en fasse 150. Parce que pour moi, il y a une espèce de cohérence que plus tu vas créer plus de volume, plus tu vas devenir meilleur. Ouais. Et puis, même en nombre de sauts. On a fait tel nombre de sauts, il y a peut-être moyen d'avoir 2 parachutes, comme ça on double les sauts. Une organisation numérique pour augmenter le truc. Et Karine, c'était plutôt créatif. Elle a plutôt des dossiers d'images et elle récupérait des datas. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai lâché mon job de designer, ma carrière de designer, mais au final, elle m'a vachement servi. Je l'ai importé dans notre sport. C'est-à-dire que dans mon école de design, par exemple, que j'ai fait à Paris, là, on nous donnait un sujet, typiquement, créer une chaise. Et en fait, du coup, on se faisait des espèces de dossiers où on allait répertorier des images de plein de chaises qu'on aimait bien. Tu vois, tu regardes tout ce que tu aimes bien. Tu sais pas pourquoi tu l'aimes bien, on s'en fout. Tu mets l'image dans le dossier. À la fin, tu regardes un petit peu toutes les images que tu as sélectionnées et tu essaies de retirer en fait, le truc un peu commun à toutes ces chaises. Pourquoi elles te plaisent finalement? Il y a quelque chose qui circule là-dedans. Et puis après, tu vas voir qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau ou de différent pour apporter quelque chose, un concept qui c'est juste pas reproduire une chaise, une énième chaise, tu vois. Et finalement, ça, du coup, je l'ai intégré dans nos sauts parce que ça reste de l'artistique. Bien sûr. Et en fait, donc nous, notre compétition doit présenter 7 sauts au total. Donc on a 5 fois un programme libre, comme en patinage, tu vois, on crée nos propres figures. Et 5 fois, on va répéter ce même saut de programme libre pour montrer que c'est pas du hasard, que les figures, on les connaît par cœur et qu'on a un timing qui est respecté. Et on a 2 autres sauts qui sont des figures imposées. Et là, c'est vraiment, les juges, ils attendent vraiment de voir telle position, avec telle présentation à l'écran, le vidéoman, il doit être comme ci, comme ça. Et donc, c'est là où se creusent les écarts techniques avec d'autres équipes avec qui tu pourrais être un peu proche avec ton libre, tu vois. Et donc, le libre, ce qui est génial, c'est que, il y a plein d'inspirations à aller chercher. Et sur la dernière année, je suis carrément partie dans les figures d'acro-yoga. On s'est inspiré du Cirque du Soleil. Et enfin, des trucs qui sortent de notre environnement, parce que sinon, tu reproduis toujours les mêmes choses, quoi. Et c'était chouette. C'est ça qu'il faut faire. Faut sortir complètement du schéma pour aller s'inspirer de choses qui, de prime abord, sont peut-être pas liées. Et en fait, ça va te donner des idées incroyables. Et en fait, on avait des connexions, on avait des points communs avec plein d'autres sports. En fait, c'est incroyable. Tout est lié. Et toi, Greg, tu sens que s'il n'y aurait par exemple pas eu l'épisode de Karine dans ta vie et que tu aurais quand même fait du free fly, tu penses que tu aurais acquis les mêmes bases, peut-être la même perfection sur certains mouvements sans justement le travail de Karine? Alors, attention à ce que tu veux dire. Non, mais c'est une super question. Parce que moi, je pense que c'est si ça a germé en toi, cette idée, cette volonté de dire quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas, parce que j'ai envie de réaliser ce truc-là, et que tu dis si ça prend 5 ans, c'est génial, si ça en prend 15 ou 20, ça en prendra 15 ou 20. Si tu ne lâches pas, tu y arriveras. Par contre, c'est vrai que ton parcours, il ne sera pas le même en fonction de tes rencontres. Nous, la richesse de notre victoire en Australie, c'était un peu une torture d'arriver jusque-là, vraiment. Hein. Mais en fait, une fois qu'on y arrive, on se dit, mais en fait, c'est génial. Parce qu'on s'est inspiré il y a des militaires qui nous ont expliqué leur technique d'entraînement, qui nous ont montré à nous que nous, on était à l'arrache presque. Parce qu'ils nous ont dit, mais tu vas à l'avion et tu t'aperçois qu'il manque un gant. Tu t'aperçois que la porte, elle glisse et vous avez besoin d'être bien en place quand vous sortez. Qu'est-ce que vous faites? Et à chaque fois, chaque question, on était là, genre, on n'a jamais pensé. Donc, tu vois, ça, c'était une confrontation réelle. Des athlètes qui intègrent beaucoup de repos avant une compétition. Nous, c'était une information nouvelle. Ah ouais, du repos, non, on va s'entraîner jusqu'à la dernière seconde, toi. Et on avait fait des erreurs à cause de ça. Donc, toi, tu rebondis sur tous les trucs que tu rencontres. Et à la fin, tu arrives à ce qu'on a eu en Australie. Intégrer justement, faire plaisir aussi à la communauté aborigène qui nous accueillait aussi là-bas. Donc, l'intégrer aussi dans nos tenues. Karine avait fait un design, elle a elle-même créé un design qu'elle a envoyé justement à notre sponsor qui fait les combinaisons, qui a fait « Oh la vache, ok, je vais essayer de faire ça ». Donc, tout était, en fait, jusqu'à la fin, jusqu'à cette réussite, le fruit de toutes ces rencontres. Et donc, peut-être que moi,
tout seul, ou Karine toute seule, on serait arrivé peut-être en 2 ans de plus ou en 2 ans de moins, dans un endroit un peu similaire, mais pas avec cette richesse-là, c'est sûr. Et c'est sûr qu'on est bien complémentaires. Ouais. Bah, oui, enfin, en tout cas, d'un point de vue extérieur, ça se voit que vous êtes bien trouvés, en tout cas. Mais on reviendra sur ça après, justement, parce qu'il y a des points qui m'intéressent à ce sujet. Comment ça se passe une journée type chez vous? Ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. C'est vrai, quand j'ai vu ton agenda, je me suis dit... J'imagine, c'est comme la journée de, je sais pas, un président ou un machin, il n'y en a aucune qui est pareille. Ouais. Parce que ça va dépendre dans quel pays on est. C'est pas les mêmes rythmes, c'est pas les mêmes durées de journée aussi, parce que des fois, on va tellement rebondir d'un pays à l'autre, parce qu'on est amené, on a beaucoup de chance, à faire des inaugurations de soufflerie, des inaugurations de centres de parachutisme, à être invité à l'événement annuel de chaque entité. C'est le cas cette année, par exemple, avec la Finlande, avec le Danemark, avec São Paulo. Ils ont un événement annuel qui fait que. Il y a aussi les records. Donc, tu as vite fait d'aller dans tous les sens. Et tu arrives dans un endroit où c'est un endroit où on est chill le matin. Tu vois, les endroits un peu latins. Le matin, on prend le café jusqu'à 9h, 9h30, on est à la cool. D'un coup, tu es au Danemark ou en Allemagne. C'est à 7h, c'est fini. Tu as bu ton café. C'est dans l'avion. Donc, toi, tu dois t'adapter en un quart de seconde à tout ça. Des fois, tu n'as pas dormi. Des fois, tu as oublié ton bagage. C'est compliqué. Donc, il faut tenir justement intérieurement à cette rigueur. Karine, elle a quand même justement des réglages qu'elle fait. Moi, je vais tenir au mental tout le temps. De toute façon, je vais m'adapter hyper vite. C'est une de mes forces, l'adaptabilité. Greg, ça se voit un peu, mais pas autant qu'en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'il vient d'une autre planète. Et son corps, il est increvable. C'est-à-dire que si son mental a décidé que son corps tiendrait quoi qu'il arrive, il va tenir. Moi, mon corps, il me dit hop, ça y est, HS, on va se reposer. Et si je tire trop sur la corde, c'est mon corps, mes rideaux direct. Alors que lui, ça tient. C'est incroyable. En tout cas, il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type, mais il y a par contre un partage type. Quoi qu'il arrive, on est dans un endroit où les gens sont trop contents de nous accueillir. Et on est toujours là pour partager à la fois ce que nous, on a compris du free fly, et puis cette envie justement de promouvoir ce sport, de le partager avec justement ces autres communautés. Donc c'est génial. Et puis les visions aussi que chaque culture ou chaque pays a du sport ou de la vie même en général, c'est ça qui est hyper enrichissant. C'est que c'est pas que dans un sens, quoi. Il y a vraiment, on s'enrichit mutuellement, et pour ça, c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir aller justement dans différents pays, parce que la communauté, elle est riche, quoi. Ouais. Mais toutes ces différences. Ça fait combien de temps que vous voyagez comme ça, vous avez ce rythme en fait? Ça fait pas tant de temps que ça, parce que c'est après l'obtention. Ça s'est énormément accéléré. Après, il y a eu le Covid qui a enlevé une bonne année dedans, mais en tout cas, voilà, nous, c'est vraiment fin 2018, début 2019 qu'on a ce titre, parce que c'est pas le lendemain du titre que le téléphone sonne, tu vois. Bien sûr. Donc nous, on est accueillis en décembre par la Fédé française de parachutisme à l'Aéroclub de France. C'est là où vraiment on officialise le truc. Donc c'est à partir de janvier qu'on petit à petit, on arrête de se pincer tous les matins en disant « ça y est, on est champion du monde ». Ça prend un peu de temps. Moi, je me suis pincé longtemps. C'est-à-dire pendant un an, presque tous les matins, je me réveillais, je me disais « Putain, on a vraiment réussi, quoi ». Ah ouais? Genre, tu réalisais pas que j'arrivais pas à le croire. Parce qu'en fait, on avait tellement la tête baissée en mode taureau vers notre objectif pendant des années, parce qu'on a eu quand même un tas d'embûches et de galères et tout, qui sont racontées là-dedans. Achetez-le. Non, mais c'est vrai. Et en fait, tu es comme ça, et d'un coup, quand tu atteins ton objectif, tu relèves la tête, tu fais « Ah bon? Mais ça y est, on y est arrivé ». C'est très bizarre comme sensation. Et du coup, tu n'y crois pas. Enfin, tu as tellement galéré pour y arriver. Je sais pas, il y a un truc genre c'est trop beau pour être vrai, tu vois, ce truc de, je sais pas. Mais comment vous l'avez vécu le après objectif justement? Parce que moi généralement l'humain de manière générale, on vit mal quand on a accompli quelque chose et que du coup on a plus la carotte qui nous fait avancer après. Faut trouver autre chose du coup. Comment vous l'avez vécu ça? Nous on l'a vécu. En fait, on a vite retrouvé une carotte très très vite parce qu'on s'est pris une carotte justement. Non mais on s'est fait carotte. Non, en fait, on a découvert. Ça a pris 5-6 mois. Tu mets du temps avant de comprendre aussi des environnements dans lesquels t'étais pas concerné avant. Donc en fait, on s'est rendu compte après avoir eu ce titre-là qu'il y avait justement rien qui était prévu. En tout cas, dans notre sport pour l'instant, parce que notre sport, il est un peu nouveau. C'est que depuis 2000 qu'il y a la 3D qui existe en parachutisme sportif. Et du coup, il n'y a pas encore les attachés presse, les agents, les sponsors, il n'y a pas tout ça. Donc, en fait, tu mets 6 mois, peut-être même 1 an, à te dire, mais en fait, on ne peut pas aller en parler
avec Arthur ou avec Anne Barthès ou être au JTTF1, il n'y a pas ces invitations-là. Alors que tu as des images incroyables, tu as une expérience incroyable, tu as une histoire que tu veux partager et tu es là, il n'y a rien. Donc là, tu dis, ok, en fait, il faut qu'on se relance maintenant dans cet univers de devenir vraiment ambassadeur, de vendre du coup cette histoire-là, de mettre en avant que ce sport-là existe, que tu as envie d'en parler, que tu es demandeur en fait pour aller en parler. Et ça, c'est très long parce qu'on n'a pas les outils au début. Donc on s'est vite rendu compte qu'il fallait... C'est bizarre qu'on soit pas venu vers vous directement. Parce en fait, c'est très peu connu. C'est pas diffusé comme sport, tu vois. Alors que... Les gens, ils voient sur Internet, ce qu'ils voient, c'est les wingsuiters qui font du base jump, qui est un sport différent, et qui est... Enfin bref. Et en gros, ils sautent de falaise, ils vont longer... tu vois le relief avec leur wingsuit, et c'est pas du tout ce qu'on fait nous. Et donc ils ont une fausse idée du truc. Enfin donc c'est très difficile. Et justement nous on essaye, grâce au boulot énorme que fait Greg, on essaie de médiatiser un petit peu plus, d'apporter des images. Et à chaque fois les gens ils sont là, ah ouais mais on peut faire ça, mais on savait pas. Et il y a tellement des belles choses à partager. C'est aussi pour ça qu'on a endossé ce rôle d'ambassadeur, quoi. Mais pour revenir sur le... Ah, parce que moi, j'ai envie de dire un truc aussi. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, j'ai plein de choses à te raconter. Justement, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait tout de suite une autre carotte quand on a terminé. Et justement, j'ai assez mal vécu ce moment de latence un peu, où tu te retrouves un peu dans un espèce de flou artistique. Et c'est comme si ta vie avait plus trop de sens pendant quelques temps, tu vois. Et alors, juste après... qu'on ait gagné, en fait, c'est vrai que 2019, on ne s'est pas trop posé la question parce qu'on a eu plein d'invitations à des événements, donc c'était hyper enrichissant, ça bougeait et tout. Par contre, dans la foulée, arrivait le Covid. Et là, du coup, tu fais, ok, bam, qu'est-ce que je fais maintenant ? En fait, c'est quoi mon but dans la vie et sur quoi je rebondis, quoi. Et c'est pas évident. Et je trouve que ça a été aussi bien parce que ça nous a permis de faire un point, tu vois, sur ce qu'on avait accompli, ce qu'on était aujourd'hui. Parce que quand tu commences ta carrière de compétition, là, on a 28 ans, 27-28 ans, et là, tu termines ta carrière, t'es 10-12 ans plus tard, t'es plus la même personne, tu vois, t'as évolué. Donc tes envies, tes besoins, et ça a changé aussi. Et si tu prends pas le temps de faire des points un peu réguliers avec toi-même, bah, tu continues à avancer dans une direction qui te correspond plus. Donc j'ai refait un point et ça m'a permis de remettre d'autres settings. Et après, je suis repartie de plus belle. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ça, à gérer. Mais justement, profitons-en un petit peu, parce que la période Covid, c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. C'est tellement ancré en nous. Enfin, tout le monde a vécu la même chose, entre guillemets. Vous, ça veut dire que pendant littéralement... Alors, je sais pas comment ça s'est passé ensuite pour les clubs, pour les souffleries, etc. Mais vous avez certainement dû, pendant un bon bout de temps, ne pas sauter. Ah oui, c'était très, très frustrant. Tu m'étonnes. Mais moi, comme j'avais déjà, justement, décelé cette frustration... qu'il y avait une injustice en tout cas sur la promotion de notre sport. Moi j'étais déjà parti pendant le Covid, attends, faut qu'on fasse des documentaires, il y avait avec Nico Bellavia, j'étais déjà parti sur plein de plans de comment on peut montrer, parce qu'il faut utiliser tous les angles. Bien sûr. Il faut faire des collaborations avec d'autres sportifs, il faut inviter des personnalités publiques, il faut aller faire des documentaires sur des sites incroyables, il faut trouver tout ce qui est possible pour dire regardez, ça existe, on peut danser dans le ciel, on peut faire des trucs artistiques magnifiques en chute libre et tout ça. Il faut trouver tous les... Donc moi, j'étais, pendant le Covid, j'étais déjà reparti au boulot. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc je bossais comme un malade déjà. Mais effectivement, en étant attaché sur une chaise, donc j'avais quand même bien hâte de repartir. Tu m'étonnes. Et du coup, la reprise, ça a été comment ? J'imagine que c'est comme tous les sports. Tu perds une bonne partie des bases. Enfin, non, tu gardes les bases, mais tu perds, on va dire... alors je pense que chaque sportif aura un truc un peu similaire. Moi, mes premières minutes en soufflerie, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'envers. Donc après, comme un pilote de chasse ou un astronaute, après tu t'es habitué, ça devient normal. Bien sûr. Mais là, quand je repasse à voler tête en bas là, dans la soufflerie, j'ai 1 ou 2 minutes, ça va faire waouh, comme un truc de bateau, un truc bizarre. Ça t'a mis la... Non, mais j'étais plus formaté. Ah ouais ? J'avais plus les bonnes... t'as plus c'était les bizarre réflexes, alors que normalement, c'était pas bizarre. Donc il fallait que je fasse gaffe où étaient les murs et tout, donc c'était... Et puis après, au bout de 5-6 minutes, c'était reparti. Bien sûr. Mais il y a eu un moment où c'était plus du tout cohérent, logique. Et toi, Karine ? Moi, j'ai pas trop senti de différence. Même Par sous voile, contre, moi pas trop, mais c'est vrai que dans notre sport, il y a eu pas mal de gens qui ont eu des accidents à la reprise parce que, en fait, nous, c'est dangereux de perdre ton rythme. Parce que, surtout sur l'évolution sous voile, en fait, une fois que tu as fini ta chute libre, tu ouvres ta voile, donc on saute à 4000 mètres,
on a de la chute libre jusqu'à 1000 mètres. D'accord. Et après, quand on déploie notre voile, en fonction de la taille et de ton poids qui est dessous, tu peux passer entre 6 à, je sais pas, c'est quoi la moyenne, c'est entre 7 et 4 minutes, tu vois. Okay. Et en fait, ta navigation, elle peut être assez rapide. Et au moment où tu arrives pour freiner au bon moment et pour gérer, tu vois, quand tu fais plonger ta voile, elle a un arc de recouvrement. Et en fait, ça, c'est un peu comme une voiture un peu pointue, tu vois, un peu de course. Et si tu perds ton rythme, d'un coup, tu peux te faire surprendre, tu vois, par une accélération un peu trop forte ou un virage que tu as mal anticipé. Et donc, il y a eu pas mal de gens qui sont un petit peu blessés, opposés. L'accidentologie, pas mal. Ouais. Nous, on était protégés par le volume qu'on avait. Ouais, bien sûr. Et par l'expérience de dire à chaque fois, comme quand on appréhendait des trucs nouveaux, on y va progressivement. Oui, de se méfier aussi. Mais oui, ça existe, le syndrome du parachute qui s'ouvre pas. Ça existe vraiment, ça? Ah bah tiens, tu m'ouvres la parenthèse, c'est très bien. Non, parce que je voulais amener ça sur le tapis. Ouais. D'ailleurs, très beau tapis. Hein. Oui, c'est vrai. On l'a saigné un peu avec nos chaussures, mais... Non, mais la présentation de notre sport qui, malheureusement, souffre de beaucoup de clichés. Okay. Alors, il se trouve que notre sport, ça fait plus de 50 ans que c'est un sport qui est donc reconnu par le ministère des Sports. Donc, en fait, depuis que tu as 16 ans, tu peux faire du parachutisme sportif. Okay. Donc, moi, j'aime bien utiliser le parallèle de dire à un parent, tiens, tu peux amener ton gamin de 16 ans faire du parachutisme, comme tu peux l'amener, puis le laisser, puis revenir chercher le soir, comme tu peux l'amener faire de la plongée. Donc, il va falloir apprendre à maîtriser un certain matériel et puis un environnement dans lequel tu n'es pas censé être. Mais c'est très réglementé, c'est très surveillé et tu es vraiment en sécurité. Je sais que ça paraît fou, mais tu n'es pas plus en danger sous l'eau que dans l'air. Ouais, c'est de l'aéronautique, comme c'est de la plongée. Donc, il faut s'enlever l'idée que c'est réservé à un de ces 3 schémas qui persistent dans l'esprit des gens, que c'est soit que pour les militaires, que pour les cascadeurs ou que pour les fous. Tu viens juste à Lyon, là, au Paraclub, et tu verras, en plus, il y a plein de groupes là, de filles en ce moment super rigolotes là, qui sautent par 4 ou par 5. Tu peux sauter pieds nus, tu peux sauter de 16 à 96 ans. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. C'est vraiment devenu un endroit où tu peux t'amuser, quoi. Et oui. Non, mais termine, pardon. Et donc voilà, c'est dommage qu'il y ait encore ces clichés qui persistent, aussi avec le matériel. Donc l'histoire de la torche, ça c'était des images qu'on a vues dans certains vieux films avec les parachutes hémisphériques. Mais nous, on a des voiles rectangulaires, d'ailleurs que tu plies bien ou pas très bien, ça change pas grand-chose. Les conceptions de voiles font que ça s'ouvre de toute façon vraiment bien. On a besoin de libérer cette voile-là parce qu'elle s'est pas bien ouverte tous les 1200 ou 1500 sauts. Donc t'imagines, au niveau proba, t'es tranquille. Karine, elle l'a fait 2 fois en 7500 sauts, et encore, c'est même pas elle qui avait plié son parachute. Et le parachute de secours, même si t'es inconscient, de toute façon, il y a un ordinateur qui calcule sans arrêt ta hauteur et puis ta vitesse de chute. Donc même si tu tombes inconscient ou si tu t'es luxé une épaule ou je sais pas quoi, à 300 mètres du sol, ta voile de secours s'ouvrira de toute façon. Donc c'est pas du tout c'est un sport et pas de la cascade. Et c'est pour ça que, comme disait Karine tout à l'heure, malheureusement, on voit sur les réseaux des wingsuits Proximity Flight, là, comme les gens reconnaissent que le matériel ressemble, et ils disent « Ah, c'est du parachutisme ». Non, là, c'est de la cascade. Là, ça sera jamais au ministère des Sports de faire du Proximity Flight avec une seule voile en plus. Ils n'ont pas de voile de secours. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, parce que oui, il n'y a pas de risque zéro, on est d'accord, mais même si c'est un risque qui est quand même vachement contrôlé, dans le sens où il y a plein d'anticipations, il y a plein de plans B, il y a des procédures, et bref. Donc, le problème, c'est que le peu de fois où il y a des accidents, tu as les journalistes qui sautent dessus, mais ils sortent d'un buisson, je te jure, c'est un truc de fou. Et tout de suite, c'est ce qui est diffusé, c'est ce que les gens se repartagent. Je ne sais pas si tu as récemment vu, il y a eu une démo dans un stade, et il y a un parachutiste qui s'est accroché. Ah, mais tout le monde se l'est envoyé. Par contre, toutes les fois où il y a des trucs de malades, trop beaux, alors là, il n'y a rien. Il y a cette espèce de voyeurisme de vouloir entretenir ce truc de « Tiens, regarde, je te l'avais dit ». Putain, mais c'est très... Traverse la rue, tu te fais écraser par un bus, je vais pas dire « Tiens, regarde, je te l'avais dit ». C'est très européen. C'est pas la même mentalité aux États-Unis. Ah ouais, ça me rend dingue un peu. Ça, c'est intéressant. Oui, ça se voit. Ça, t'inquiète, on t'en voudra pas. Est-ce que j'ai le droit de parler de la terminologie? Comment ça? Allez, je le fais vite fait. Vas-y. Tu sais qu'on s'est rendu compte... Alors, c'est une étude qui a été faite en 2017 à São Paulo. Et le temps que ça monte là-haut, même nous, ça a pris du temps. Parce qu'en fait, effectivement, c'est une réalité.
dans toute l'Amérique du Sud, dans toute l'Europe, dans toutes finalement ces constructions latines de parler, ce qu'on fait, c'est du parachutisme. Ça devrait pas s'appeler comme ça au final, puisque le parachutisme, c'est vraiment créer le fait de larguer des charges, de contrer la chute. Ouais. Et c'est pour le coup, voilà, c'est plus vraiment ce qu'on fait dans les champions du monde de free fly. Des fois, on s'est présenté comme champion du monde de parachutisme artistique. On devrait pas. Même si les gens n'emploient pas les mots anglais, on devrait quand même employer free fly, parce que déjà, ça ouvre mieux. Et en fait, cette étude-là rapportait que dans toutes ces constructions latines, où c'est parachutisme, paracaidismo, paracaidoutisme, para ce que tu veux, eh ben, les gens, ça met en route tout de suite ces repères de ces clichés-là. Et du militaire, du truc où tu vas t'en. Et les questions, des fois, qui sont liées, c'est voilà, tu t'es déjà cassé une jambe, ou posé dans un arbre, ou fait peur, ou je sais pas quoi. Et en fait, aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, enfin, dans tout ce monde anglophone, ça s'appelle pas pareil. On fait le même sport, mais il s'appelle pas pareil. C'est du skydiving. Donc, c'est la plongée dans le ciel. Donc, depuis que tu as 5-6 ans, tu regardes les mecs qui font ça à la télé, il y a beaucoup plus de pubs, c'est beaucoup plus utilisé dans les films. Les mecs, c'est des plongeurs du ciel. C'est pas des parachutistes. Ouais, ça te donne vachement plus envie. Puis il y a cette image du truc qui est cool, qui est fun, alors que chez nous, c'est le truc... là, récemment, les gens qu'on a croisés, ils me disaient « Oui, alors, vous êtes un peu des têtes brûlées ». Je dis, mais pas du tout, en fait. D'entrée de jeu, tu vois. Mais première question. Tu vois, c'est drôle, mais je pense que c'est malheureusement un peu la mentalité à la française. Et moi, je le vois, ne serait-ce qu'auprès de mes parents, où je leur dis, mais moi, ça me plairait de sauter. Mais t'es sûr que tu veux faire ça et tout Ben ouais, au pire, j'ai zéro, même si du coup, il n'y en a pas, et j'ai très bien compris votre message, mais même si ne serait-ce qu'il y aurait 0,0001% de... Je m'en fous, en fait. J'ai qu'une vie, one life, je le fais et c'est tout, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire, Karine? J'ai appuyé sur le buzzer, c'est moi qui marche. Et bah justement, pour rebondir là-dessus, ma mère, quand j'ai commencé à en faire de plus en plus du parachutisme, à chaque fois que je disais bon bah je vais sauter à ce soir, elle me regardait et je voyais ses yeux, il y avait de l'eau qui montait, tu vois, elle avait les larmes aux yeux direct. Et elle me disait bah bonne journée, et je voyais qu'en fait elle se disait mais je vais peut-être pas la revoir ce soir, quoi. Mais pour elle c'était vraiment ça. On sait pas, je ferme la porte, je sais pas. Et un jour je lui ai dit mais écoute, tu te fais une fausse idée, il faut vraiment que tu essayes. Et bon, forcément, elle n'avait pas trop envie d'essayer. Puis un jour, elle me dit « Ok, je suis prête. » Je fais « Ben, c'est parti, on y va. » Et en fait, donc, je l'emmène faire un tandem. Je saute en face d'elle. Et déjà, pendant toute la montée d'avion, elle était super relax. Je lui disais « Ça va, maman ?» Elle était là « Ouais, ça va, tranquille. » Bon. Et on saute, je me mets en face. Et là, on communique, elle répond. Et c'est génial parce que, tu sais, les gens, quand ils ont peur, des fois... Ils sont figés, puis tu fais ça, il n'y a rien qui se produit. Et là, vraiment, on avait un échange. Je lui souriais, elle me répondait. Je lui faisais des gestes, elle répondait. C'était génial. Trop bien. Grande banane, et on se pose, je me dis bah voilà, c'est bon, elle a adoré et tout. Et je vais la voir, je fais alors, qu'est-ce que t'en as pensé et tout. Elle me fait ouais, c'était sympa. Mais comme ça. Ah ouais? Et je dis bah comment ça, c'était sympa? Elle me dit bah je sais pas, c'est que ça. Tu vois, elle s'était tellement projetée un truc de fou qu'en fait, bah, elle se dit ouais, ok, en fait c'est cool. Et depuis, quand je lui dis je vais sauter, ah, amuse-toi bien, salut. Tu ramèneras du pain. Limite, c'est ça quoi. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois, c'est un bel indicateur. Et toi, Greg, du coup, de ton côté, tes proches, comment ils l'ont vécu ça? Alors pas du tout pareil. Ah ouais? Bah, ce qui est marrant, c'est que je peux pas nier le lien aéronautique qu'il y a eu avec mon père. Mais je suis pas sûr. Je prends pas le risque de dire que ça m'a pas influé, mais je suis pas sûr que ça m'ait vraiment aidé parce que moi, j'ai eu envie de sauter en parachute grâce aux films hollywoodiens que je voyais ado. Il y a eu vraiment une grosse série de films qui intégraient des scènes de dingue de chute libre. Et il fallait avoir 16 ans. Donc, je m'étais renseigné, il fallait avoir 16 ans. Donc, depuis mes 14 ans, j'attendais juste le sablier, tu vois, d'avoir l'âge pour sauter. Mais je faisais que regarder en boucle tous ces films-là où il y avait des scènes de chute libre de dingue. Et mon père, lui, il était anti-parachutisme total. Pour lui, c'est pas d'aéronautique, c'est une aberration. Il nous appelait les enclumes, tu vois, les cailloux qui tombent du ciel, carrément. Il a pas vu le truc de vol, rien du tout. Et on n'a jamais pu sauter de sa montgolfière. Et ça, quand même. Et il faisait des vols de montgolfière. Donc, il avait une approche beaucoup plus cool de l'aéronautique. Et il voulait pas ni faire de soufflerie, ni faire un baptême. On n'est jamais arrivé à faire... Il n'a jamais sauté... Il n'a jamais... Même après ce que tu fais. En fait, je l'ai perdu, c'était en 2013. Donc ça fait un petit moment maintenant, mais même, j'avais déjà gagné une Coupe du Monde, tu vois. Donc il y avait quand même... non. En plus, il nous a aidés à aller à cette Coupe du Monde. Il nous a aidés, il nous a aidés financièrement. Il voulait pas, mais bon, il était quand même... Donc il m'empêchait pas, parce c'était quand même partie de ces parents-là qui ont compris que ça sert à rien de bloquer. Mais alors, il cautionnait pas. Il voulait surtout pas dire c'est bien, non. Il voulait dire ok, si t'as envie, ça te fait plaisir. Mais il était pas fan. Et puis ma mère, elle a fait un peu de soufflerie, mais c'était pas...
Elle comprenait pas. Comprenait pas le truc, ouais. Donc, ouais, on n'a pas les mêmes parents pour le coup. Ouais. Comment, toi, Karine, pour le coup, ta mère a aimé, etc. Elle avait peut-être moins ce truc de l'effet waouh, parce que justement, elle s'attendait vraiment peut-être à un truc dangereux, ou comme elle l'avait fait pressentir. Mais vous deux, vous avez quand même donc des proches. Bon, alors je prends vraiment donc les parents ici, hein, je prends pas le reste, mais qui sont pas non plus à 100%, on va dire, dans votre délire. Ah oui, non, et encore, je dis le mot délire, mais c'est pas négatif, hein, d'accord. C'est juste, ils sont pas, nécessairement vraiment alignés par rapport à ce que vous faites. Et ça, comment vous le vivez? Alors, moi, mon analyse, c'est que ça a quand même vachement évolué. Ouais. Enfin, en tout cas, les gens se sont rendus compte que, justement, comme c'est plutôt pro, ça véhicule des valeurs incroyables. Donc, en fait, c'est devenu, je pense qu'on serait pilote de rallye ou karatéka de haut niveau, ça serait pareil en fait. Ouais. Ils savent qu'il y a il y a une hygiène de vie, il y a des très bons contacts, il y a une évolution qui se fait super bien au niveau aussi au niveau du département, de la région. On accueille, on fait du réseau, on fait donc. Je pense qu'ils vivent ça d'une manière super positive en disant vous épanouissez, non? C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à réaliser ce que j'aimais. Et tu vois, mon père a été médecin et ça aurait été facile de reprendre son cabinet et tout ça, mais il a proposé, mais il n'a jamais insisté. Et heureusement d'ailleurs, parce que moi et les maths, c'était pas trop ça. On va être copains alors. Ouais, pas trop de maths en médecine. Ouais. Si. Bref. Et au final, donc, je les remercie énormément d'ailleurs pour ça. C'était génial tant qu'ils voyaient que j'étais heureuse et épanouie, en fait, ils cautionnaient le truc, quoi. Ouais. Mais il y a quand même eu, alors un peu plus large que mes parents, la famille, les amis proches, ils comprenaient pas pourquoi on s'acharnait autant dans la compétition, et parce que vraiment, c'était un investissement total. Et on a raté beaucoup d'événements importants, des mariages de potes, des anniversaires, des trucs. Enfin, pour eux, c'était essentiel. Et ils disent, mais ta compète, t'en auras une dans 2 mois, t'en auras une l'année prochaine. Moi, c'est le truc d'une vie. Et c'est vrai que c'était hyper délicat de leur faire comprendre ça. Et on a eu pas mal de gens qui nous disaient, non, mais c'est n'importe quoi, tu sais, de cramer tout ton temps et ton argent là-dedans et tout. Et au final, quand on a eu le titre, il y a eu vachement d'inversion. Et même aussi sur les comportements des gens à plus large échelle, ou qui un peu justement avaient la dent dure avec nous avant et qui ont complètement retourné leur veste quand on a gagné, quoi. Mais je sais pas si c'est le bon terme employé, mais je trouve ça un peu horrible, dans le sens où vous vous tuez à la tâche de la même manière qu'avant de gagner qu'après. Enfin, en fait, il n'y a rien qui change, il y a juste un titre qui est posé sur votre front, en fait. Mais tu je vois. suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, les gens vont avoir du respect à partir du moment où, comme s'il fallait prouver, être aux yeux des médias, etc., pour que, entre guillemets, tu aies réussi ta mission, tu vois. Et que tu aies de la valeur. Mais ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Ouais. Parce que toi, ça a déjà du sens pour toi, mais tu ne peux pas en vouloir aux gens qui ne sont pas tous les jours avec toi, ils ne peuvent pas comprendre. C'est aussi quelque chose que je prends le temps d'expliquer à des gens qui veulent se lancer dans n'importe quel projet, de ne pas forcément aller chercher le soutien moral dans leur cercle proche. Parce que tu dis, tiens, je veux me lancer, je veux rentrer à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et tu lances ça d'un coup, et tes potes, ils savaient même pas que tu avais des prédispositions sportives ou de sauvetage ou quoi que ce soit. Et que ce soit tes meilleurs potes ou tes parents, ils vont dire, ah non, mais ils vont trouver tous les trucs parce qu'ils veulent te protéger, pour dire, ah non, t'es sûr, c'est dur, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est machin. Et en fait, donc, comme toi, tu vas leur demander leur soutien à eux, ils vont te casser ton délire. Et ils vont te mettre tu vas perdre de l'assurance peut-être à cause de ça. Et moi, ce que j'essaie de dire aux gens qui veulent se lancer dans un projet nouveau, c'est facile à dire, très dur à faire, mais c'est surtout pas chercher du soutien dans son cercle proche, mais justement dans le cercle dans lequel on essaie de rentrer. Parce que ces gens-là que tu connais presque pas, ils vont vraiment te soutenir. Un mec que tu rencontres depuis 5 minutes, mais qui fait déjà ce que tu as envie de faire, lui, il va dire, putain, mais c'est bien. Alors, fais gaffe, faudra penser à ci, à ça. Et puis, je vois que tu as déjà ça, pense à ci, tu vois. Là, tu as du vrai réconfort. Ouais, parce qu'il sait ce qui t'anime. Ouais. Et en fait, le truc que je voulais rajouter, et qui est complètement ça, en fait, quand tu demandes la réaction des gens autour de toi, qu'ils soient proches ou moins proches, souvent, même quasiment tout le temps, les gens vont projeter leur peur sur ton projet. Et je l'ai vu quand je me suis mise à écrire le bouquin. C'était marrant. Ça m'a rappelé, j'ai fait, ah oui, c'est vrai que ça marche comme ça. C'est complètement bizarre. C'est-à-dire que quand j'ai dit, je prends l'exemple du bouquin parce que c'est le plus récent, quand j'ai dit ça, j'ai eu plein de gens qui me disaient,
ah ouais, mais comment tu vas faire pour écrire attends, je connais peut-être un mec qui peut t'aider à rédiger et tout. Je te dis, non, mais tout va bien en fait, c'est bon, moi j'ai déjà mon plan, je sais exactement ce que je veux Il y dire. a des gens qui paniquent. Ouais. Oui, mais du coup, tu sais, pour la construction des phrases et tout, je sais pas, ça va, enfin, j'ai fait littéraire, je suis pas non plus. Oui. Je vais pas écrire un bouquin à la Bernard Werber, tu vois. Je fais mon autobiographie, elle sera ce qu'elle sera, simple, mais au moins elle sera mon image, quoi. Et mais c'est marrant. Bernard Werber, c'est du haut niveau, là. Ouais, c'est du haut niveau. Ah, Bernard. Si vous le connaissez pas. Hein. Sur toi. Ah, vous avez du mal. Ouais, c'est un copain, c'est un copain. Mais ouais, ça c'est un truc en général aussi qui peut vraiment t'aider dans la vie, peu importe ce que tu fais, de savoir que les gens vont projeter leur peur sur toi. Ouais. Et vont projeter leur frustration. Quand il y a quelqu'un qui t'agresse, ça j'ai mis longtemps à le comprendre. Si on m'avait dit ça plus tôt, franchement, ça aurait trop aidé. Ouais, mais tu sais, quand tu te prends des réflexions, ou quand tu as quelqu'un qui est agressif avec toi, qui t'envoie chier et tout, en fait, c'est parce que ton image, ce que tu lui renvoies de lui, le pique, parce qu'il a des choses à régler qu'il n'a pas réglées avec lui. Et du coup, en fait, il s'énerve sur toi parce que tu lui renvoies un truc qu'il titille. Donc c'est bon à savoir ça. Je confirme. Le peu de vécu que j'ai eu. Mais ça, c'est un truc de fou à comprendre. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et surtout, c'est vrai qu'on vous voit. Enfin, vous avez quand même un certain entrain, vous êtes souriant. Enfin, vraiment, les deux, vous faites rêver. Je vous le dis, vous faites rêver. Non, mais vraiment, sincèrement, c'est inspirant. Mais c'est vrai que, pour revenir vite fait rapidement sur ce qu'on a dit avant, il y a quand même des jours. Après, vous êtes deux, c'est différent. Vous pouvez quand même c'est vrai. Vous pouvez vous épauler les uns sur les autres quand il y en a un qui va pas. Mais je pense qu'il y a quand même des moments où, au fond de vous, il y a des moments où ça va pas nécessairement. Est-ce qu'il y a encore des moments aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, alors que vous êtes quand même à un niveau très honorable, vous pensez parfois à renoncer? Non, renoncer, non. Renoncer ou j'allais dire abandonner, mais c'est fort le terme abandonner. Ouais. Dire bah allez, c'est bon, je passe à un autre épisode de Alors ma vie. nous, tu m'aurais posé la question il y a 5-6 ans, oui, je pense que je t'aurais donné un truc. Des fois c'est dur, mais je m'accroche, ou je pense une réponse un peu similaire. Aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est qu'on est vraiment... Toi, on est allé en haut de l'Everest, on a fait « Oh putain, c'est incroyable !» et on est redescendu, et puis des gens nous ont pris en photo en haut. Donc maintenant, on n'a plus rien à... On n'a pas fait le sommet de l'Everest. Non, mais c'est une métaphore. Oui, ok. Ah oui, pardon, la métaphore. J'avais compris ça comme ça. On efface, on rembobine. Alors, je veux bien voir les photos de moi en haut de l'Everest. Du coup, par contre, je sais plus qui c'est. C'est Kaizen number 2. C'était une métaphore. Elle est à fond. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on est soulagé de ça. C'est que, tu vois, Karine, elle a 12 records du monde. Moi, j'en ai 10. C'est 10 fois plus que ce qu'il faut pour avoir déjà du crédit. Ouais. Tu vas voir n'importe quelle maison d'édition ou n'importe quelle chaîne de télé, tu dis je suis recordman du monde de quoi que ce soit. Ah, tu peux déjà écrire un livre, on est déjà intéressé à savoir comment t'y arriver, à quel point c'était dur, comment tu l'as vécu, etc. Donc nous, tout va bien. C'est d'ailleurs génial d'avoir ce confort-là pour être plus ouvert, plus disponible à... Moi, c'est un truc que j'y attache beaucoup d'importance et j'en ai parlé justement... vendredi soir et samedi soir, j'ai eu la chance de faire la première partie de Verino ici à Lyon à la Bourse du Travail. Okay. Donc tu vois, je commence en disant bonjour à tous, je suis pas humoriste. Donc tu vois, ça met le plomb, les mecs font là. Je dis je suis champion du monde de parachutisme et je les emmène dans une histoire incroyable et je partage une anecdote en fait de bienveillance. Et c'est en ça, moi c'est important. Et là on est disponible maintenant à ça encore plus qu'avant maintenant. C'est quand tu vas quelque part. Tu peux en plus en faire profiter d'autres gens. Et ça, c'est extraordinaire. Si en plus tu peux permettre à quelqu'un de vivre un truc qui va peut-être changer sa vie, et que toi, ça te coûte rien, il faut le faire. Et aujourd'hui, on est encore plus disponible qu'avant à ça. Donc dans les pays dans lesquels on va ou dans les rencontres qu'on fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai envie de t'amener Jimmy Vienno, mon pote champion du monde de boxe thaï. En fait, tu vois, j'ai pas besoin de le faire en fait. On fait pas le même sport et puis tout ça. Mais en fait, c'est génial. Ouais. Que tu vas me dire, mais il était trop cool. Et puis du coup, il va t'inviter à faire peut-être... il va dire, viens, je vais te taper sur la gueule, ça va être génial. L'expérience sociale. En vrai, je suis extraordinaire. Non mais, je sais pas sur quoi ça va déboucher. Jimmy, vas-y, cool. C'est déjà pas tes questions. Mais voilà, c'est ça. Nous, on a de la chance. Tu vois, donc c'est une fausse réponse que je te donne. Nous, on est maintenant sur un truc super cool. Mais si, il y a plein de fois où on s'est épaulés l'un l'autre. Tu vois, typiquement, pendant qu'on était dans les années de compétition, c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de coups durs et beaucoup de bâtons dans les roues. Et en fait, c'était un peu chacun son tour.
a un qui pétait un câble, l'autre qui disait non mais attends, vas-y on s'accroche, c'est un mauvais moment à passer, on va trouver une solution. Après c'était l'autre et en fait on s'est hissé comme ça petit à petit pour sortir des moments d'abysse. Mais jusqu'au titre, de toute façon, c'est pour ça que tu m'aurais posé la question avant, je t'aurais dit ouais, chaud. Mais encore aujourd'hui, tu peux avoir envie d'abandonner. Ouais. Même Karine, 2-3 fois, elle était au bord de la crise parce qu'il y avait aussi de la méchanceté en fait. Ouais. C'est qu'humainement, moi à ce point-là. je me suis mais carrément. Moi mais tous les sportifs de haut niveau ils te le diront. Ouais. S'ils sont honnêtes. Moi j'ai fait je sais pas pourquoi à cause des films peut-être de Schwarzenegger et de Stallone que j'ai regardé qui ont bercé mon enfance, mais moi j'ai compris que c'était bien d'avoir des ennemis. Moi je suis content d'avoir ça parce que si t'as pas d'ennemis c'est que tu fais rien de spécial. Tu vois. C'est normal que j'ai des ennemis. Et Karine c'était un peu nouveau dans le sens où en fait si t'es normalement bien élevé, t'as pas besoin d'être conscient de ça. Ouais. Et d'ailleurs, béni soient ceux qui n'en ont pas conscience. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai quand tu commences à en avoir, et tu dis mais c'est gratuit en plus des attaques de fous. Ouais. Systématiquement aux gens qui te connaissent pas forcément, ils savent pas vraiment qui t'es, ils analysent ce qu'ils ont envie d'analyser, et ils t'attaquent. Ça c'est dur. Mais ça on l'a encore avec les haters, tu sais, sur les vidéos, les commentaires et tout. Ouais. Et alors avant on n'avait pas ça parce que du coup on a développé un peu les réseaux, mais moi j'étais toute contente parce que jusqu'à très récemment, j'avais que des commentaires et des gens hyper bienveillants sur tout ce que je mettais, que ce soit sur... moi, c'est beaucoup Instagram et Facebook. J'ai vachement de mal avec TikTok, mais je vais m'y mettre. Mais c'est dur. Juste pense à la duplication. Fais pas ça pour que ça te plaise ou pas. Comme ça, tu touches plus de gens. Ouais. Mais elle s'est pris une vague, là, ça y est. Et récemment, j'ai mis une vidéo qui, en fait, est allée bien au-delà des gens qui me suivent. Ouais. Et c'est sur Facebook que j'ai eu les haters, parce que mes vidéos sur Instagram, elles traversent beaucoup plus mon champ d'abonnés. Oui. Mais voilà, toujours des gens qui trouvent ça cool, intéressant ou rigolo. Voilà. Et là, sur Facebook, j'en ai eu une justement qui était un espèce de selfie sous voile pour partager justement cet endroit complètement dingue qui est au nord-est du Brésil et qui est en fait un parc naturel de dunes de sable blanc. Oui, je l'ai vu, la vidéo. Et qui se remplit d'eau de pluie. Donc pendant la saison des pluies. Et pendant un mois, du coup, les vasques, elles sont pleines d'eau. Et ça te fait de l'eau turquoise et tout. C'est un décor complètement... franchement, interstellaire, quoi. C'est pas terrestre, presque. Et du coup, j'avais sorti mon casque où j'ai ma caméra qui est accrochée dessus pour qu'on voit le visage. C'est quand même plus sympa que de voir un gros casque avec une partie comme ça. Et juste, tu vois, je montre autour, puis après, je le remets, mon casque. Et putain, j'ai eu de ces trucs. Mais des gens, tu sais, qui connaissent rien au parachutisme, qui connaissent rien de qui je suis, et qui pensent que j'en sais rien ce qu'ils pensent, et qui te mettent des machins, mais genre, ouais, t'as raison, enlève ton casque, de toute façon, clairement, on voit qu'il n'y a rien à protéger. Et tu fais, waouh, ah, mais tu vas perdre de ton temps pour balancer un scud comme ça, et ça va te servir à quoi ? C'est terrible, en fait. Enfin, c'est incroyable. Moi, je pars vraiment du constat que si la personne prend le temps de commenter, c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire, quoi. Ouais. Vraiment. Hein. Mais on est d'accord, mais quand même, quand tu te la prends, tu fais, oh là là. C'est je pense que tu prends même la personne qui est le mal alpha, invincible, etc. On aura forcément un truc au fond de nous qui va faire « Ah, le connard !» Tu vois. Mais tu sais qu'on a eu un truc assez cool. Nous, on est très proche des humoristes. Donc, on est quand même dans le milieu artistique, évidemment. Ouais. Mais c'est avec les humoristes qu'on a le plus de points communs. Parce qu'en fait, on a aussi des copains qui sont acteurs. Mais c'est vrai que tu peux travailler ta prise différemment. Tu peux la refaire en changeant d'angle ou je sais pas quoi. Quand tu fais du stand-up ou un saut, t'as un temps imparti et il faut que tu rattrapes quoi qu'il arrive. Tu peux pas, t'as pas de joker. Donc on est vachement plus proche d'eux au final dans la façon de travailler et de s'exprimer au niveau artistique. Et eux, ils nous ont expliqué très vite, c'est surtout Paul Taylor et Verino avec lesquels on passe le plus de temps. Ils disent tu peux pas dire un truc qui va plaire à tout le monde. Tu vas forcément déborder sur un truc et du coup il y a une communauté qui va tomber dessus. Donc quand tu as compris ça, de toute façon tu vas te faire tomber dessus et que sinon tu peux plus parler voilà. Et du coup je me suis dit oui, c'est vrai, eux ils prennent le risque de parler. Donc forcément, il y a quelque chose qui va leur tomber dessus et tu le sais à l'avance et du coup tu t'y prépares et en fait tout va bien. C'était un invité qui m'avait dit qui pèse pas mal sur les réseaux, m'avait dit le jour où tu commences à avoir des haters, c'est que c'est bon, c'est parti. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça. En fait, il faut choisir entre t'en as pas, mais du coup, t'arrives pas nécessairement à vivre de ta passion, de mettre les choses en avant comme tu voudrais mettre les choses en avant, et soit, voilà, c'est le jeu et tu te prends une vague, quoi. Mais c'est vrai que c'était dur pour moi parce que je sais qu'il y en a et je sais que en fait, leur avis, il a pas bien sûr. d'importance dans le sens où c'est des gens qui ont un cercle comme ça, tu vois. Mais
mais quand même, justement, comme pour moi, la bienveillance, c'est vraiment le maître mot. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais rendre contagieux au maximum. À chaque fois, je me dis, putain, mais comment est-ce que je peux peut-être réussir à tu vois, on peut pas, en vrai, on peut pas changer les gens. Je pense que c'est des cas perdus. Enfin, je sais pas si c'est des cas perdus, mais je sais pas, Greg, toi, t'en as beaucoup des haters sur tes réseaux? Non, pas des masses. Alors, je suis protégé un peu de ça. Alors moi j'en ai, je pense qu'ils n'osent pas prendre la parole. Il faut en avoir des costauds parce que j'ai des gens qui me mettent des sacrés bâtons dans les roues. Mais juste pardon, je me permets d'aparter, mais le fait que ce soit un garçon, c'est quand même vachement moins facilement attaquable qu'une fille. Une fille, elle s'en prend beaucoup plus facilement. Mais ça, tu vois, c'est déjà pour moi, c'est pas normal. Ça c'est vraiment pas normal. Il devrait même pas avoir de différence sur ce niveau en fait. Mais bon. Et puis moi j'en ai eu qu'une fois ou deux, mais par contre, moi, je réagis fort. Moi, je déteste ça. Ah ouais, tu réagis. En même temps, c'était il y a longtemps, j'en ai pas depuis longtemps. Ouais, c'était en Australie, on saute sur Ayers Rock. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un côté que les aborigènes ne veulent pas montrer, qui a une esthétique différente, qu'on connaît pas trop, justement, parce qu'en photo, justement, on voit que le côté qu'ils veulent montrer. Et sur le vol en avion, qu'on fait avant de faire le saut, il y a je sais plus qui, c'est Hayden qui poste la vidéo et on voit un petit peu, mais on voit un truc subliminal à 45 degrés de haut. Et il y a un mec, il attendait que ça pour dire disrespect, machin, vous avez pas honte, machin et tout. Voilà, je l'ai défoncé. Parce que justement, on a fait exprès de faire, on travaille avec les aborigènes, on fait ça pour eux, machin et tout. Je dis mec, renseigne-toi en fait avant de l'ouvrir. Mais je l'ai tué. Mais c'est intéressant parce que vraiment, tu vois, il y a vraiment une différence entre la vie réelle et les réseaux, quoi. Tu vois, je le vois. J'ai regardé vos réseaux, évidemment, avant de venir. Je les avais regardés avant, quand je t'avais contacté, Greg. Vous êtes quand même des gens qui pèsent sur les réseaux, un minimum. Tu vois, vous avez quand même un certain public. Mais c'est vrai que moi, moi, en fait, ça m'intéresse pas, tu vois, le nombre de followers, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact humain comme aujourd'hui. Et moi, ce que je vois, c'est des personnes qui sont humbles, qui sont respectueuses, qui sont sympathiques. Enfin, bref, tu vois, je vais pas aller me projeter sur éventuellement ce que vous allez mettre en avant sur les réseaux, tu vois. Pour moi, c'est le jour et la nuit, tu vois, littéralement. Tu sais, c'est fou de me dire. Greg, je me souviens plus réellement, mais Karine, t'as un post qui a fait genre 3 millions de likes ou 1 million de likes, non, peut-être 1 million, je sais plus. Celui qui a fait 25 millions de vues, mais celui vous avez sauté justement la nuit avec les LED, etc. Mais c'est quand même fou, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, on a une discussion et c'est pas la première chose que je retiens, tu vois. Et je pense que les haters, etc., ça revient au même, en fait. C'est vraiment essayer de distancer écran et vie réelle, quoi. De toute façon, avant d'envoyer un commentaire, tu te renseignes un minimum sur la personne ça, en fait. parce que tu vas porter un jugement en plus qui taille et qui dégrade et qui rabaisse sur quelqu'un que tu t'es imaginé une vie autour d'une vidéo qui dure 10 secondes, même pas 10 secondes. C'est exactement pour ça que je fais un format podcast, du coup. Et je pense que, parce que maintenant, moi, je réagis même plus. Et de toute façon, encore une fois, moi, je suis épargné de ça. On m'attaque quasiment pas. Mais le mec, par exemple, de Ayers Rock, il devrait en message privé dire si c'est vraiment son souci. Est-ce que vous avez fait attention à machin? Bien sûr. C'est ça qui devrait être l'approche. Oui, mais parce qu'il cherche quoi? Il cherche le like, la visibilité. En fait, c'est ça. Et je pense qu'il en a même pas conscience à ce moment-là, mais il veut mettre un coup de couteau. C'est en ça que c'est difficile des fois de pas réagir. C'est clair. Mais bon, on est tous humains, donc... on vous aime, les haters. Et toi, t'en as à ma petite échelle, figure-toi que oui. Et ça dépend. Il y a des périodes, on dira, mais bon, pour le moment, j'allais me détacher de ça. Puis on verra plus tard si ça viendra à prendre un peu. Ça sera un terrain que je n'ai pas encore exploité. Donc, il faut les gars. Moi, je le fais pas, mais... Ah oui, je fais des captures d'écran. Ah oui, parce que... Tu sais, ils le font à Hollywood, là. Et puis, une fois par an, ils les lisent. Ah ouais? Ils lisent les 5 ou les 3 meilleurs. C'est vrai que c'est une manière de dédramatiser le truc, c'est marrant. Mais ce qui est chouette, c'est que souvent, du coup, les gens qui te suivent aussi et qui, eux, sont bienveillants, lui répondent, en fait. Oui. Souvent, t'as rien besoin de faire. Et Karine, elle s'est fait défendre de l'espace. T'as juste à liker, en fait, pour encourager ce que disent les gens, tu sais. Non, mais tu prends ton popcorn et tu... c'est les haters, malheureusement. Une petite question comme ça, parce que vous prenez quand même beaucoup d'altitude. Et moi, j'aimerais savoir ce que ça fait de voir notre, entre guillemets, planète de l'extérieur, comme ça. On va me faire plus simple. Votre premier saut, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous vous en souvenez déjà, dans un premier temps? Il y a plusieurs questions dans la question. Commençons par la dernière, du coup, le premier saut. La façon dont tu as formulé la fin, ça me fait un écho, c'est très sympa. En fait, Karine, comme elle avait fait au début son tout premier saut, c'était quand même un tandem. Elle a peut-être
pas eu ce truc-là. Moi, j'ai vraiment fait dès le début les sauts à 1000 mètres en automatique. Donc, c'est ton éloignement avec l'avion qui sort la voile et voilà. Et donc, en fait, c'est la récompense de monter un peu plus haut. Et par contre, quand tu montes un peu plus haut, donc c'est à 1500 mètres, il faut que tu comptes jusqu'à 10. Donc, tu t'entraînes, tu l'as jamais fait dans ta vie, ça, de t'entraîner jusqu'à 10 pour te sauver la vie. Toi, c'est bizarre comme ambiance. C'est clair, Et quand tu pars pour ce premier saut, tu sais cette fois-ci, il va rien se passer. Tu pars de l'avion, mais si tu ouvres pas le parachute, ça ouvrira pas. Il y a quand même le système de sécurité qu'on a évoqué tout à l'heure, mais dans ta tête, c'est ok, je suis dans un film maintenant, c'est pour de vrai. C'est vraiment la phrase que je viens de dire, c'est contradiction. Mais donc, bref. Oui, c'est vrai. Et on t'en voudra pas. Je suis dans un film, mais c'est pour de vrai. Elle est géniale. Peut-être que je vais faire un t-shirt. Et donc, je pars pour 10 secondes. Et à ce moment-là, j'ai une sensation, mais hyper forte, complètement contradictoire, d'être à la fois, tu sais, de dominer un petit peu, justement, d'être au-dessus, un peu une divinité. Ouah, je suis au-dessus je suis dans le ciel, tu vois. Que j'avais pas un peu plus bas où du coup t'étais tout de suite sous voile. Et en même temps d'être une poussière. Tu dis mais là je suis rien en fait. Tu es en train de tomber tu traverses le ciel et tu vois les vaches là dans les champs, tu fais je fais un trou dans le sol et personne qui me verra. Ouais, c'est clair. Donc c'est bizarre ce truc contradictoire qui était très très fort. Donc c'était juste pour commencer le truc la vue du ciel qui est ça dépend en fait ton angle de vue. Mais nous on a la chance de l'avoir fait de plein de hauteurs différentes, dans plein de sites différents et c'est un privilège parce que n'importe quel endroit où on a sauté, on arrive à voir cette zone-là des fois mieux que les gens qui y vivent. Toi, on est allé, je prends un exemple qui est du coup, c'est la carte postale, on a pu sauter à Moorea et on venait de rencontrer les gens là qui vivaient, on venait de faire le brunch avec eux le matin, avec notre pote qui nous montrait là où il avait installé sa petite drop zone et tout, et des gens qui avaient encore jamais sauté de leur vie. Et nous, d'un coup, on vole au-dessus de Moorea qui est une île absolument éblouissante. Et moi, j'y pense à ce moment-là. Je suis déjà dans l'avion, j'ai pas encore sauté. Je dis, mais putain, on vient de parler avec des mecs qui sont nés là. Ils voient pas ça, là. Le cadeau, oh là là. Donc, je sais pas comment toi, tu veux. Toutes les Maldives aussi. En fait, ce qui est génial, c'est que moi, mon premier saut, ce qui m'a marqué, c'est que je pensais pas que ça pouvait extraire autant de se sentir terrien. Parce que pour moi, pour ça, il fallait forcément aller dans l'espace, tu vois, vraiment faire des distances de malade. Mais en fait, rien que déjà qu'à 4000 mètres, en fonction de la météo que t'as, tu vois, si t'as un petit peu une petite légère brume avec des petits nuages un peu moutons, tu vois, par-ci par-là, et que tu passes cette barrière-là, mais en fait, t'as l'impression que tu te retrouves au royaume des dieux, quoi. Tu sais, c'est vraiment genre, je suis arrivée en Olympe et c'est hallucinant, t'as l'impression que t'es dans un autre univers. Et selon l'endroit où on est, effectivement, tu vas voir des dessins au sol dont t'as pas idée quand t'es dedans. Et c'est un tableau qui est magnifique. Bah, les premiers, c'était Yann Arthus Bertrand qui avait fait des photos de la Terre vue du ciel en montgolfière, je crois, ou en hélicoptère. Et il a fait un peu de tout, mais je crois que c'était en montgolfière. Et c'était un peu le premier à montrer justement ces dessins et ces paysages majestueux vus avec de la hauteur. Et c'est vrai que ce sens de privilège, il est systématique. Pour ça aussi que je ne me lasse pas de ce sport, c'est que peu importe où tu es, à chaque fois, tu te dis mais quel privilège de pouvoir voir ça et de pouvoir ressentir ça. Parce qu'il y a un ressenti qui vient avec. Tu vois, quand on dit il faut prendre du recul dans la vie, bah, les expressions, elles ont toujours une part énorme de vérité. Et clairement, prendre du recul physiquement, ça te permet aussi de relativiser plein de trucs. Tu vois, tu te dis putain, mais en fait, on se prend la tête pour des conneries. Et quand t'es là-haut, ça te remet un peu le sens des priorités. Tu vois, qu'est-ce qui est vraiment important ? En fait, on est un humain et on s'en fout du petit machin là, qui pinaille au sol, tu vois. Et je trouve que c'est génial de pouvoir le faire souvent. Parce que du coup, ça te fait relativiser sur la vie, quoi. Ah, c'est magique. C'est magique. Puis toi, t'es dans une zone qui est pas très loin de la mer. Bah, dès que t'es à 1500-2000 mètres, tu vois que la mer. Ou là, t'es à Lyon, pareil, 1500-2000 mètres, il y a le Mont Blanc qui te pète à la figure. Ou les salins. C'est incroyable. Tu sais, des fois, t'as des parcs salins. Et en fait, avec la hauteur et selon l'orientation du soleil, ils vont prendre des teintes de couleurs, on dirait une palette de peinture. C'est incroyable, quoi. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait avant, mais tu fais ça, tu rentres chez toi, entre guillemets, tu vois tes parents. Je sais pas comment dire, mais genre, bah, typiquement, là, on va finir notre tête-à-tête, notre dîner au chandelle. Et je suis hypé, tu vois, j'adore ce moment, je kiffe ma vie, c'est trop bien. Je vais rentrer tout à l'heure, mes parents vont me dire « Alors, ça s'est bien passé ?» Ouais, c'était cool. Alors qu'au fond de moi, j'ai envie de leur dire « Mais tu peux pas, en fait, retranscrire les choses à 100%. » Et ça, c'est...
Je sais pas, comment vous vivez, vous, ça? Parce que même là, vous essayez de me le retranscrire, mais c'est impossible, en fait, de le retranscrire tant que tu l'as pas vécu, je pense, en tout cas. On encourage à faire ses propres expériences. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, autour de on y arrive quand même pas mal, hein, à convaincre des gens de faire déjà, le saut. on a cet outil merveilleux qui est des vidéos d'une qualité complètement dingue aujourd'hui. Donc, souvent, quand on peut, on partage ça en vidéo. Et là, du coup, ça va les emmener forcément un petit peu plus facilement avec nous. Et après, on peut rajouter ce qu'on a ressenti ou vécu. Mais tu vois, je me souviens là récemment, j'ai mon cousin qui s'est mis à faire du parachute. Ok. Et quand je sais pas, il avait quelques sauts, peut-être une centaine ou quelque chose, il m'a envoyé un message et il m'a dit « Oh, Karine, je suis complètement désolée. » Je dis « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» tu vois. Il me dit « Toutes ces années-là où on se voyait à Noël et qu'on discutait et que tu me parlais de parachutiste, et j'avais aucune idée de ce que tu vivais. Et je suis désolée. » Je dis « T'as pas à t'excuser, tu vois, c'est pas grave. » Il me dit « Non, mais c'est complètement dingue, en fait. » Je dis « Bah oui. » Bah, tant mieux, en vrai, d'un côté. Ouais, c'était génial. Non, mais ça, c'était, je m'en souviens, moi, ça m'a beaucoup parlé quand il a réagi comme ça. Mais en fait, si tu veux, je pense, la chance qu'on a, nous, c'est que notre univers, notre monde, c'est être sans arrêt dans la possibilité de le vivre ou de partager la magie du vol. C'est-à-dire, pour l'homme, voler, c'est... Depuis que tu as 4-5 ans, que tu regardes un papillon, un oiseau, tu te dis, mais il voit quoi, il sent quoi, qu'est-ce qu'il... Et d'avoir la chance d'être dans cet environnement, c'est magique. Et on n'a que envie, c'est que de le partager avec les autres. Et on est très sensible à comment vont réagir les gens en face de nous. Et souvent, les gens disent « Ah, moi, je serais incapable, le plancher des vaches, le vertige, le machin. » Et on a petit à petit, toi, bientôt 30 ans de parachutisme, moi, j'ai développé plein de réponses qui les amènent à réfléchir différemment. Par exemple, le vertige, clairement, les gens me disent « Ah, j'ai le vertige. » Et ben, je leur dis « Ouais, c'est deux parties complètement différentes du cerveau. Si tu montes sur un escabeau à 4 mètres de haut, tu as le vertige. Tu es dans une nacelle de montgolfière à 4 mètres de haut, ah tiens, c'est cool, on vole et tout. Ouais. Ton cerveau dissocie. Tu sais même pas, c'est hors de ta maîtrise, hein, si tu es en train de voler ou si tu peux tomber de là où tu es. D'accord. Donc déjà, il n'y a pas de vertige dans le parachutisme. Les gens qui disent les montagnes russes, le truc qui monte, je peux pas. J'ai oui, en montagne russe, tu l'as. Nous, on l'a pas. On est dans un avion qui vole à 150 km/h et nous, on va chuter à 200. On va prendre 50 km/h. Papa, écoute bien ça. Voilà. Il ne faut pas confondre le fait d'avoir d'un coup du vent dans le visage, qu'on n'avait pas, parce qu'on est dans l'avion, et là, on est dehors. Donc oui, d'un coup, on a du vent, mais on va prendre que 50 km/h. Il y a plein de voitures aujourd'hui qui vont bien mieux que ça, tu vois, bien sûr, en accélération. En fait, ce que tu veux dire, c'est que les gens, souvent, ils disent tomber dans le vide ou se jeter dans le vide. D'ailleurs, même nous, des fois, on le dit par langage, tu vois, courant, mais en fait, c'est pas du vide, tu vois, c'est pas comme si tu sautais d'un pont et que t'es là... Comme ça, tu vois, t'es tout de suite sur un coussin d'air qui est vraiment quelque chose qui est pas visible à l'œil nu, mais qui est complètement palpable. Tu sais, c'est vraiment, t'as une force de partout qui vient t'écraser le corps. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on joue pour s'appuyer, pour se déplacer. Et en fait, du coup, t'as pas du tout l'impression que tu tombes. C'est ton cerveau qui va t'envoyer cette projection parce que c'est lui par anticipation qui dit « Ah, ça va tomber !» Tu vois, quand tu te jettes de l'avion, en fait, rapidement, tu fais « Ah bah non, enfin, tu vois, je suis sur mon coussin d'air en fait. » Et c'est là-dessus que j'allais... tu m'as ouvert pile poil la parenthèse. J'allais finir sur cette troisième partie en utilisant justement la soufflerie, qui est un outil extraordinaire. Ouais. Et pour les gens, d'un coup, là, ça leur parle. Parce que justement, quand tu dis, si tu vas juste en fait passer de 150 à 200, et tu auras toujours ces appuis-là, et donc on prend le parallèle de la soufflerie. Là, du coup, c'est évident, tu dis, tu as la porte de la soufflerie, tu en as déjà vu un petit peu la télé, ou tu as eu la chance d'aller à iFly, Marseille, Lyon ou Paris, là où tu es. Et tu vois très bien que les gens, ils sont à la porte, et puis là, bouf, ils volent. Il n'y a pas de moment où ils rebondissent au filet. Tu es tout de suite porté, tout comme tu le seras si tu quittes l'avion. Et nous, c'est ce qu'on fait. Dès le début de l'avion, on est tout de suite en train de voler l'un par rapport à l'autre. Alors, il faut amener un caméraman avec soi qui va nous suivre pour avoir cette illusion qu'on est tout le temps à niveau. Mais effectivement, on peut décider de monter, descendre, tourner, faire... Pendant 50 secondes, on a des super pouvoirs, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est un truc, c'est magique. C'est magique. Et tant qu'on aura cette magie-là, tant qu'on la vivra, on peut que la partager. Il faut la partager. Bien sûr. Mais t'as envie que les gens ils ressentent ce truc complètement exceptionnel, en fait. Et en plus, quand tu vis ce truc-là, que ce soit en soufflerie ou en ciel, si t'as un petit peu d'appréhension, c'est encore mieux parce que du coup, tu vas non seulement leur faire découvrir un truc incroyable, mais tu vas aussi leur montrer qu'ils sont capables de plus que ce qu'ils croient eux-mêmes. Tu vois, être capables. Et du coup, ça va leur ouvrir un champ d'action ou de confiance en eux qui vont les aider sur plein d'autres trucs. Ça peut être le tremplin de beaucoup de choses. Des fois même sans s'en rendre compte, tu vois, ça va être inconscient. Mais quelque part, il y a quelque chose qui va dire, attends, t'as eu le courage de faire ça,
Tu vas pas te dégonfler bien sûr, pour faire ce truc-là. Ouais. Dans la démarche de devenir parachutiste, elle change. Pardon. Il est tout Détruit d'accord. le décor. Hop là, il s'est rien passé. Non, mais faire cette démarche de devenir parachutiste, elle change vraiment la vie. Là, je parle même pas forcément de devenir, de rester parachutiste, mais de faire la démarche de venir faire un tandem, déjà, c'est génial. Mais en plus de devenir un peu parachutiste, même si au bout de 2-3 ans, on arrête, ça conditionnera tout le reste de sa vie, c'est sûr. Parce qu'on va oser affronter des obstacles peut-être plus difficiles ou de se sortir de situations compliquées avec plus de succès, c'est sûr. On a été invité il n'y a pas longtemps à les journées de l'innovation là, avec des étudiants, des ingénieurs. C'était une collaboration avec l'armée. Et j'ai pris le temps, à la fin de cette réunion, de leur dire que nous, on constate qu'il y a des profils qui viennent pour passer. Donc, il y a le brevet A et le brevet B, à 12 sauts et à 30 sauts. Donc, on a des profils qui viennent se mettre au parachutisme juste pour faire ces 12 ou ces 30 sauts, pour les avoir dans leur CV. Pour dire, bah, tiens, si demain je suis en confrontation avec un autre profil un peu similaire pour une grande école ou pour un gros boulot, la ligne, elle va faire la différence. Et c'est vrai. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais que tu n'es pas capable de faire 150 plongées sous l'eau ou 150 sauts, machin et tout, mais tu viens quand même faire la démarche de dire je vais prendre sur moi pour apprendre, écouter, comprendre, utiliser et puis réussir. C'est moi qui me pose, c'est moi qui replie mon parachute, c'est moi qui remonte. Ça, personne ne te le volera. C'est toi qui arrives à le faire tout seul. Et moi, je respecte. Le mec, t'en as fait que 30 ? Déjà, un truc. T'en as déjà fait 30. Voilà, un mec qui n'a jamais fait de saut, il va dire waouh, 30 sauts. Mais respect. Et oui, ça te rajoute une ligne qui, évidemment, va être vue par un chef d'entreprise et un recruteur. Bah, c'est comme quand tu dois faire le choix entre une personne, et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais par exemple, une personne qui va être sportive, une personne qui va, par exemple, être obèse, la personne qui va être sportive va avoir plus de chances de prouver qu'elle est capable d'être plus résiliente, tu vois, dans ses décisions d'entreprise, ce genre de choses, tu vois. Forcément, la régularité, forcément, etc. tu vas avoir des interprétations, c'est sûr. C'est clair. Mais en fait, la personne obèse, elle a peut-être cette faculté de ouf en lui. Mais oui, mais bien sûr. Mais qu'elle n'a pas encore eu les outils ou l'occasion de s'y attacher. Mais il faut un point de départ. Mais je pense que ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir avoir plus le temps d'expliquer ton profil. Ah ouais, on parle sur un profil à oui. plat ou juste sur photo. Là, si on devait juste partir sur un CV ou sur 2 personnes sans. C'est arbitraire d'ailleurs, on est d'accord au final. Hein, c'est arbitraire. Ça ne veut pas dire que le parachutiste il sera un meilleur profil. Oui, bien sûr. C'est juste que ça relève de plus d'informations. Mais je suis d'accord avec le fait que ce soit une personne obèse ou un autre type de profil, tu peux avoir ce déclic qui va faire que en fait, tu peux soit perdre du poids, soit te mettre au sport, soit te mettre à mieux manger. Enfin, le fameux déclic, quoi. D'ailleurs, vous avez un déclic dans votre vie qui vous a permis de par exemple, passer directement au parachutisme. Enfin, il a fallu des années, comme on l'a dit au début. Mais est-ce qu'il y a eu un élément phare qui vous avait fait dire que, ok, vas-y, let's go, je me lance Ah bah moi, c'est mon code génétique. Hein. Moi, je sais pas ce que tu veux répondre. De Krypton, c'est ça ? Voilà. Non, mais ça fait peut-être aussi partie de toutes les thérapies qu'il faudrait que je suive. Hein. Karine, elle sera bien contente que je dise ça. Mais par exemple, il y a des trucs que j'arrive pas à accepter. Okay. Tu vois, l'injustice, il n'y a pas moyen. Si je constate une situation où il y a une injustice et que moi je peux intervenir, voilà, j'explose. Je supporte pas l'injustice. J'ai du mal aussi avec les gens qui décident pour toi ce que tu dois faire ou quel est ton destin, quel est ton avenir. Et puis j'ai un gros problème avec le truc impossible. Ouais. Oh là là. Tu vois, par exemple, j'ai eu l'honneur de porter la flamme olympique. Oui, mais on a dit avec 3 ou 4 jours avant que je puisse le faire, on m'a dit laisse tomber, en fait, c'est pas possible. J'ai des gens au placé qui m'ont dit non mais c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. Ça faisait des mois que j'essayais de postuler jusqu'à recevoir texto en WhatsApp, c'est pas possible. Et à partir du moment où on m'a dit c'est pas possible, alors là j'ai passé la seconde et j'ai fait trembler tous les contacts que j'avais et 4 jours après je portais la flamme. Je ne supporte pas. Greg, c'est pas possible que tu ailles en thérapie. C'est pas possible que tu arrives à te libérer de tous ces trucs. Elle est forte. C'est toi qui fais la thérapie, Karine, en fait. Je le fais. C'est pour ça que t'es avec moi. Ah bon ? Ouais, chaque fois que tu me dis t'es insupportable. Mais c'est trop bien, en vrai. Moi, j'adore ta mentalité. Vraiment. Non, mais je supportais pas. C'est trop bien. Ça reprend un peu tout ce qu'on dit depuis 1h30, mais ça parle de eux. Le mec qui m'envoie, je vais pas dire non, mais le mec qui me dit laisse tomber, c'est pas possible. Pour lui, ça l'est. C'est sa réalité. Ouais. Vu ton profil, vu le temps, vu le machin, vu je sais pas quoi dans sa tête,
Pour lui, c'est vrai, c'est pas possible. Mais c'est pour lui. Et si tu n'aurais pas cette mentalité de non mais je passe la seconde ou quoi, tu me dis que c'est pas possible, etc. Justement, c'est pas possible que ça ne soit pas possible. T'en serais peut-être pas là aujourd'hui avec Karine, tu vois. Ouais, c'est pour ça que moi, ma réponse, c'est moi je ne lâche pas. Ouais. Et j'ai compris aussi, par rapport à plein de choses qu'on a vécues, qu'on a traversées, que quand il y a un truc que tu n'arrives pas à faire, c'est juste qu'il te faut pas 1 an, il te faut 5 ou il te faut 10, mais tu restes tant que toi tu décides de ne pas lâcher, un jour tu l'auras. Alors c'est dur, c'est des souffrances, c'est compliqué, mais si pour toi ça a un sens, ça t'y arrivera, c'est sûr. Quelque chose à ajouter, Karine? Non, mais c'est vrai que je réfléchissais depuis tout à l'heure à ce que tu disais, mais effectivement, peut-être le truc qui a encouragé à vraiment pas lâcher, ça a aussi été ce moment de ressentiment d'injustice à un moment donné dans notre carrière qui a fait que tu as envie de rétablir la vérité, en fait, ou de réaligner ce qui s'est désaligné, alors que c'était pas, tu vois, sur justement sur des préjugés, en fait, ou des trucs que tu dis, mais non, en fait, moi, je suis pas ça, regarde, hop, on réaligne, ok, c'est bon. Il faut réaligner, Et puis, tu faut pas leur donner raison. C'est-à-dire que si toi, tu lâches avant le projet que toi, tu avais prévu en plus, tu leur donnes raison. Oui, déjà dans un premier temps. Tu vois, je t'ai dit que c'était trop dur, ou je sais pas quoi. C'est vrai que ça, du coup, ça te donne un bon fil. Et si tu traverses, ça, faut pas l'oublier. Alors, c'est les moments de doute, c'est les moments où tu es tout seul dans ton lit à 2h du mat, où là, tu dis, ah non, mais en fait, c'est trop chaud. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais il faut pas lâcher. Il faut se faire. On a une amie, là, Alina, qui est la directrice du centre de parachutisme de Bucarest, qui nous a montré tous les ans sur son téléphone, sa page de garde, c'est son vision board. Vision board. Ouais. Donc, c'est tout ce qu'elle veut essayer de réaliser dans l'année. Okay. Moi, je l'ai là, on l'a différemment, ça se matérialise différemment. Mais j'ai trouvé ça génial comme outil, et puis j'ai commencé à m'en faire un. Et je trouve ça, c'est super pratique, Je dis, moi, c'est ça, toi. Je sais pas ce que tu fais, puis chacun fait, puis tant mieux. Mais moi, je lâche pas, c'est ça. Et je trouve ça, c'est puissant. Ouais, c'est top. Ce caractère de résilience, un petit peu, vous l'avez adopté justement à l'issue des haters, des bâtons dans les roues qu'on essaie de mettre, ou alors bien avant? Bien avant. Ah ouais? Moi, c'était grâce au karaté, en fait. Ok, alors parce que les deux, vous avez fait du karaté? Ouais. Ok. Sans savoir. D'ailleurs, Greg est donc, ceinture noire, donc il faut être sympa avec lui, d'accord? Vous avez vu avec la table, là? Je vous le refasse. Il n'y a pas trop de gens qui m'en mettent. Mais moi, je suis ceinture marron, alors arrêtez de m'embêter aussi. Non, mais c'est vrai que je précise Greg, mais Karine aussi. Je pense qu'à partir du moment où il y a une ceinture, il y a moyen de se méfier, tu vois. S'il y en a qui souhaitent que Karine finisse sa ceinture noire, laissez des commentaires, ouais, s'il vous plaît. Alors, comme ça me fait monter dans l'algorithme. Moi, franchement, ça me botterait de ouf, mais c'est quand même vachement difficile à mettre en place dans notre vie de nomade. Ouais. Parce que si t'as pas un endroit dojo où tu vas t'entraîner régulièrement, franchement, c'est hyper dur. Je vois déjà rien que pour traduire mon livre en anglais, il faut que je me batte pour m'astreindre à avoir des jours où je fais que ça. Ouais. Mais après le livre. Ah bah oui, non mais carrément. Ça me change. Elle l'a dit. Parce que marron, c'est juste avant le noir, c'est ça? Ouais. D'accord. Et en gros, donc si tu veux, moi mes parents ils m'ont mis au karaté quand j'avais 8 ans parce que c'était plus pratique. J'ai un grand frère et c'était plus pratique de nous déposer aux mêmes activités. Et en plus, ils se disaient c'est une fille comme ça, elle aura des notions de self-défense, c'est bien. Et c'est une super idée. Et c'est vrai que par contre au début, moi j'étais plus branchée genre j'aimerais faire de la gym ou des trucs comme ça, donc j'y allais pas forcément à fond. Et en fait, petit à petit, j'ai pris le pli et c'était génial parce que dans les arts martiaux, t'as vraiment, c'est pas que apprendre à te battre ou à te défendre, c'est vraiment une mentalité qu'on va te faire passer. T'as vraiment une philosophie qui passe, et j'ai eu de la chance d'avoir des super sensei, donc des profs à chaque fois, où justement à chaque fois on terminait le cours avec un petit discours, et ils te ramenaient, tu vois, une espèce de ligne de conduite, de code de conduite que tu pouvais appliquer dans ta vie. Et puis au fil des entraînements, c'était vraiment... quand t'en peux plus, t'es en combat, t'en peux plus, là, t'enchaînes les combats, que t'as plus de souffle, t'es par terre, t'as même plus la force d'envoyer ton poing, et que à un moment tu te fais balayer, t'es au sol, tu fais aller, c'est bon, stop. Et là, t'as tout le monde qui est là, non, tu lâches pas, en fait, tu te relèves, et c'est pas fini, tu te relèves, même si tu fais plus rien, tu te relèves. Et ce truc-là, de dire, je lâcherai pas tant que c'est pas fini, et ça t'aide pour toute ta vie après. Il est top ton sensei. Et j'ai eu de la chance, donc j'en avais un quand j'étais plus jeune qui était au top. Brésil, et après au Brésil, quand j'habitais là-bas, j'ai retrouvé un dojo avec un sensei complètement incroyable. J'avais l'impression, ça me transportait genre Kung Fu Panda, tu vois, j'arrivais en mode... C'est un dos argenté le mec. Lui, il te tombe sur la gueule, c'est terminé. Mais un amour de bienveillance, c'était vraiment extraordinaire. Et il m'a fait passer des notions incroyables, quoi. Donc je pense que, et comme toi t'avais ça aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a... Moi, ça Est-ce que t'as vécu de la même manière? Un peu cartésien, un peu. Moi, j'adorais enfin, j'adorais. Je le dis maintenant, mais
moi, c'était l'école de la répétition. Tu vois, par exemple, il y a certains coups de poing, certains coups de pied, qui au début, il faut développer du coup une espèce d'agilité ou de souplesse qui n'est pas naturelle sur ce mouvement-là. Ouais. Et ben, moi, mon sensei, c'était une façon, tant que tu l'as pas fait 100 fois, je regarde même pas. Donc, tu répètes. J'exagère un petit peu, mais c'était en gros, genre, déjà, fais-le un nombre de fois énorme. Alors, il corrigeait quand même, il te laissait pas le faire mal. Mais il te le mettait bien, il avait un œil quand même bienveillant sur la façon dont tu faisais, mais c'était vas-y, mange, fais-en. Et je trouvais que c'était hyper important dans cette rigueur d'avoir aussi la répétition. Tu peux pas prétendre demain, il n'y a pas de court-circuit, il y a pas de raccourci, tu vois. Tu veux être champion du monde de parachutisme, puis champion du monde de karaté. Tiens, j'ai 6 mois. Ah non, mec, en 6 mois, compliqué, tu vois. Ouais. C'est compliqué, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible, allez hop. On l'a dit ça. C'est reparti. On l'a dit. Mais voilà, moi, c'est ça m'a appris ça, la rigueur. C'est quoi votre vision de l'échec et surtout, si déjà vous considérez les choses comme un échec, parce que je sais que c'est pas la vision de beaucoup de gens, mais c'est quoi, on va dire, les plus grosses galères que vous avez connues dans votre carrière dans le free fly, par exemple? Il y en a plein, mais j'en ai une. Si vous devez faire un top 3, par exemple. C'est pas possible. J'en ai une qui ressort parce que je vais la sortir en conférence, là. Donc elle est toute fraîche. Oh là là. Ah ouais, parce que la liste, elle est... Oula. On en a eu effectivement plein. Est-ce qu'il y en a vraiment si... j'allais dire une, mais ça risque vraiment d'être compliqué. Mais si vous juste ne serait-ce de faire un top 3 des trucs les plus fous, de ce qui vous a le plus marqué, en fait. Bah si, moi, je vais raconter celle-là. Et après, on verra si on rebondit ou pas. Mais en 2016... Une chacun, voilà. En 2016, on va au championnat de France et devant nous, il y a les 2 équipes de France qui sont en place. Ouais. Les équipes de France, elles sont sponsorisées par la fédération, donc elles ne payent pas leurs sauts d'entraînement. Donc en fait, elles ont un volume, et puis en plus, elles ont des coachs et tout, donc c'est quasiment impossible de s'en approcher, en fait, ou même de les taquiner, tu vois. Et nous, on était tellement énervés par des fameuses injustices qu'on avait ressenties qu'on s'était entraînés comme des oufs. Et on arrive au championnat de France en 2016 et on se rend compte sur le championnat là, que plus ça va et plus nos notes en fait se grimpent et on va les battre. 2015. J'ai dit quoi? 2016. Ah oui, pardon, 2015. Et on se rend compte qu'on va les battre. Et on arrive sur le 2e saut d'imposé, justement celui qui peut vraiment encore creuser beaucoup d'écart. On s'est entraîné à fond, nous on est vraiment rodés là-dessus. Et eux par contre, un peu moins et ils ont vraiment la goutte parce qu'ils se disent ok, clairement là on va se faire battre quoi. Et donc on reste concentré, on n'est pas arrogant du tout, mais on se met à la porte concentré, on est un peu dans notre truc, on sait que ça roule. Et on s'est entraîné, juste avant le championnat, on s'est entraîné dans un autre endroit qui avait un avion qui était différent de celui de la compétition et qui a une porte légèrement plus large. Et on a, je sais pas, sur le moment, on n'a pas trop fait gaffe que ça pourrait avoir un impact. Et au moment où la porte n'était pas le même du tout. Et au moment où on sort, donc je donne le compte, tu vois, on s'installe à la porte, je regarde Greg, je regarde le vidéoman, je fais OK, dehors, dedans, et au moment où on sort, il y a Greg, tac, son sac, il tape un peu le coin de la porte, qui était plus étroite. Et en fait, tout de suite, ça nous crée une distance de ouf entre nous au lieu de partir ensemble. Ouais. Et en fait, c'est la panique à bord. Parce que tu vois, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça nous est jamais arrivé avant, on n'a pas prévu ça. Ouais. Et en fait, du coup, on se rejoint le plus vite possible et on se rush un peu pour finir nos figures et avoir quelque chose à présenter, tu vois, sur la vidéo. Ouais. Et quand on arrive au sol, forcément, la note s'en fait ressentir. Et à cause de ça, on rate cet exploit extraordinaire qui s'était jamais vu dans l'histoire du parachutisme où on aurait battu les 2 équipes de France et on serait devenu champion de France. Merde. Et ça, c'était vraiment le coup de... On s'est mis un coup de couteau, là. C'était on a raté la coupe du Monde qu'il y avait après, en plus. Parce qu'on aurait été, du coup, de facto, envoyé en Coupe du Monde et c'était notre objectif de repartir en international. Alors, celle que vous avez eue en 2018, du coup, ou c'est une autre encore ? Ça, c'est un championnat du monde qu'on a battu. En fait, l'année d'après, on est devenu champion de France, on a gagné toutes les compétitions. Et bref, mais ouais, ça, c'était vraiment un truc où on s'est vraiment pris en pleine face. Donc forcément, au début, t'es dégoûté, quoi. Hein. Tu passes par un gros down que même si on était 3 et qu'on essayait de se remonter le moral et que c'était déjà ça. Mais c'est vrai que tu dis, putain, tu peux pas t'empêcher de gamberger à et si, tu vois. Et si j'avais fait ça, si j'avais fait différemment. De toute façon, c'est fait. Hein. C'est dur, mais... Mais de toute façon, si ça se trouve, on n'aurait peut-être pas gagné en Australie. C'est la seule façon de relativiser le truc là. Peut-être que oui. Et surtout, pardon, j'ai bientôt fini, mais surtout, ça nous a permis de rebondir en disant, OK, pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter un truc similaire. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous avait vachement déstabilisé, c'était l'effet de surprise. On n'avait pas anticipé
pas tout qu'un truc comme ça puisse se passer. Et on n'avait pas de protocole, si tu veux, qu'est-ce qu'on fait si il se passe ça. Et du coup, en fait, on a fait une espèce de pseudo-liste de tous les trucs qui pourraient déraper. Et à chaque fois, on s'est dit, ok, si ça se produit, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve sur cette figure. Le vidéoman, il se ressente là-dessus, nous, on fait ça et on enchaîne là-dessus. Et sur plein de points différents. Et en fait, d'avoir cette espèce de liste un peu qu'on place dans des tiroirs que tu auras accès plus facilement si ça se produit, et ça te met dans une situation qui est vachement plus confortable. Et même si tu as un point que tu n'avais pas anticipé, parce qu'on ne peut pas non plus tout anticiper, le fait d'avoir fait cette gymnastique-là en amont, elle va faire que tu auras forcément une réaction plus adéquate et tu ne seras pas figé de panique, en fait. Tu vas tout de suite être dans l'action, ok, on rattrape, on refait, tac, tac. Et ça a été une belle façon de rebondir sur cet échec-là. Mais ça fait chier quand même. Hein, mais c'est des trucs qui sont durs. Après, il y a des trucs... Moi, j'ai des choses qui me venaient en tête, mais c'est pas vraiment... Enfin, c'est des échecs c'est pas notre faute. Mais par exemple, en 2012, on n'était pas dans la délégation. On allait faire la Coupe du Monde de nous-mêmes. C'est pour ça que mon père nous avait aidé à financer ça. Et du coup, comme on n'était pas inscrit dans la délégation, la Fédé n'a pas voulu nous reconnaître comme représentant la France. On gagne la Coupe du Monde, mais normalement, ça fait aussi un podium de championnat d'Europe. Et au moment du championnat d'Europe, l'organisation nous demande de descendre du podium. Donc normalement, on aurait dû avoir la Marseillaise et on aurait dû avoir le titre de champion d'Europe parce qu'on gagne la compétition. Et on l'a pas. Comment ça se fait ça? Parce qu'ils voulaient pas nous donner ce titre-là, parce qu'on faisait pas partie de l'équipe. Faut lire le bouquin. Donc si tu veux, ça c'est des trucs. J'ai dit j'allais le prendre. Ça c'est des échecs, c'est des failures, mais qui sont indirectement pas liés que à toi, mais qui sont aussi ça cultive l'injustice et ça cultive le besoin de dire faut trouver une solution. Il faut vraiment trouver une solution parce que pour moi c'est ça la leçon du truc. Il y a forcément des échecs. Sinon, ça serait trop facile. Et puis sinon, si tu vivais un truc sans échec, je pense pas que tu aurais une saveur particulière. Mais un échec, c'est forcément une indication, il te manque un truc. C'est pas forcément que physique, hein, ou ça peut être mental, ou ça peut être ou de compréhension de ce que tu es en train de faire. Mais un échec, c'est une information. Ah, il te manquait un truc en plus. Et des fois, tu n'as pas tout de suite mais pourquoi? Parce que je m'étais entraîné, j'avais fait truc, à toi d'aller le découvrir, mais il te manquait forcément un truc. Et c'est ça aussi, en fait, le jeu. C'est de dire à la fin pourquoi j'arrive à être cet acteur aux Oscars, ce champion du monde, ce chef d'entreprise qui a créé ce produit-là, machin. C'est malheureusement parce que j'ai eu ces 70 échecs ou 70... C'est des leçons. C'est forcément des leçons. C'est comment tu rebondis, en fait, à chaque fois. Donc ça fait partie, malheureusement. Et ça, t'as beau dire, t'as beau préparer les gens, dire tu vas en connaître des échecs. Non seulement ça fait jamais plaisir, mais en plus, à chaque fois que tu les vis, nous encore, tu te prends ça toujours un coup derrière la nuque et tu mets toujours un coup derrière. Waouh. Alors qu'on le sait, c'est comme les messages de haters. Et à chaque fois, il faut se dire waouh, ok, attends, respire un coup. Ah oui, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Allez, c'est pas grave. Tu prends une petite journée et puis après, c'est reparti. C'est ça. Mais c'est intéressant, c'est vraiment ce phénomène de résilience où tous ceux qui tombent à l'eau, qui passent du mauvais côté, du côté obscur de leur vie, quelle que soit la raison et quel que soit comment ils finissent, je me dis, en fait, vraiment, tout peut partir très vite, en fait. Juste à l'issue d'un échec, tu peux te dire, vas-y, c'est bon, il faut vous faire foutre, j'envoie tout valdinguer. C'est ça. Et il faut arriver à pas le faire. C'est facile à dire. Ouais, c'est clair, c'est facile à dire. Moi, j'ai un exemple qui travaille, c'est Will Smith. Will Smith, carrière extraordinaire, il fait un faux pas. Et, alors, facile à dire, mais il aurait, pour moi, pu se relever plus vite. Parce que le mec qui fait que des trucs cool, qui fait un truc pas cool, il aurait pu, je pense, 3 semaines, un mois après, redire « Oh, vous avez vu tout ce que j'ai fait ?» Et puis se remettre à faire... Il a fait des collaborations en Inde avec le meilleur acteur en Inde, là, qui était extraordinaire. Il a fait des trucs tellement magiques. Tu vois, avec les enfants, avec le Aladdin, le machin. Il aurait pu repartir là-dedans en disant « Je suis désolé, les gars, assumez plus peut-être, même si c'était douloureux. Dire « Oui, j'ai fait ça, j'aurais jamais dû. Mais moi, mon délire, c'est de faire ça. » Et comme ça, les gens vont faire « Ah oui, c'est vrai. » Parce que là, de faire la taupe, comme tu dis, une forme d'abandon, dire, c'était trop fort, j'ai abandonné. C'est ça qui est intéressant, c'est que selon la personnalité et à quel point tu as construit ton ego et à quel point ça le détruit, ta capacité à te reconstruire à partir de ça, quoi. Mais surtout si tu casses la chaîne à un moment et que après c'est difficile de, tu vois, comme c'est de la procrastination un peu, c'est tu repousses le moment où, vas-y, je me reprendrai en main, allez, je recommencerai, allez, machin, est-ce que je m'en mets en avant, tout ça. parce que tu as le risque d'en avoir un autre qui arrive dans la tête, et on n'a jamais trop envie de s'en prendre plusieurs d'affilée, quoi. C'est vrai. Mais... Non, c'est question de mentalité. C'est ça, en fait,
c'est ça qui est difficile à accepter, hein, parce qu'on aimerait tous tenter un truc et que ça marche direct. Et des fois, on voit des gens pour qui, de temps en temps, ça marche. Ou on a l'impression, du moins. Et tu dis, putain, mais pourquoi moi, j'ai pas le droit, en fait, que ça marche du premier coup ou pas du premier coup, mais au moins du deuxième coup, que j'en ai pas 4 dans la gueule. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui nous avait vachement inspiré quand on était dans le dur, justement. On était à un entraînement en Floride, et avant de partir, on est allé visiter le centre de la NASA. Et il y avait justement, dans l'amphithéâtre... Ça fait partie des éléments qui nous ont permis de devenir champion du monde. C'est plein de petits trucs. Il y avait un astronaute qui donnait une conférence, et du coup... Ça s'appelait Donald, mais rien à voir. C'est vrai en plus. Et on s'est dit, putain, génial, on va aller voir cet astronaute et on va écouter ce qu'il a à nous dire. Tu veux prendre le relais ? Allez, je veux bien. Allez, vas-y. Allez. Non, merci. J'aime beaucoup cette histoire. C'est gentil de me la redonner. Non, mais ce qui était fascinant, c'est que le mec, en fait, il raconte ses expériences qu'il a fait 2 fois dans l'espace, je crois. Je sais combien ? Je sais plus au final. Mais... Lui, il faisait des expériences scientifiques. Alors, même avec les grenouilles, avec plein de trucs, avec la faune, la flore, à l'époque où c'était les navettes spatiales. Et en fait, il y a un moment donné, il y a une question. Parce qu'au moment des questions, c'est souvent le mieux. T'adores savoir ce qui s'est passé pour la carrière de n'importe quelle entité, mais t'aimes bien après poser des questions. Et la question arrive sur comment il s'est retrouvé à être validé au programme spatial, tu vois. Et là, tu vois que le mec, il prend 2-3 secondes, il fait « Ah ouais. » Et là, il va dans un truc vraiment personnel et il dit « Je vais vous avouer un truc, en fait. Moi, je me suis pris 3 stops refus. 3 refus de la NASA, quoi. » Okay. Donc, en fait, tu apply, tu vois, pour faire le programme, et donc t'es testé pendant 6 mois sur psychologique, mental, physique, machin et tout, en plus d'avoir un CV énorme à la base. Et quand s'ils te refusent, ils te disent pas pourquoi, parce que tu peux pas, sinon tu pourrais combler. Tu sais jamais pourquoi. Et t'es obligé d'attendre un certain laps de temps. Et t'es obligé d'attendre un an, machin et tout. Donc lui, ça a pris des années. Et quand il se prend le 3e stop, vraiment c'est le coup, genre, en fait, il y a un truc qui bloque, et ça peut être n'importe quoi. Hein. Ils ont vu que physiquement, ou en santé, ou il y a un truc qui fait que je peux pas y aller, en fait. Et le mec, il se dit, mais en fait, moi, c'est ça mon rêve, donc tant pis. Donc, il se passe quand même 2-3 ans avant qu'il reparte, mais en fait, non, j'y retourne. Et il réessaye une 4e fois, alors que tout le monde lui avait dit, si au bout de 3 fois, il faut être maso pour le faire 3 fois. Si au bout de 3 fois, ils veulent pas, c'est que, tu sais, laisse tomber, quoi. Et il retourne 4e fois, et ça marche. Et quand le mec, il dit ça, tu fais, ah ouais. Parce que c'est vrai que 2 fois, c'est hyper dur. Allez, tu peux trouver l'énergie, la rage, le truc, et t'y vas encore une 3e fois. Mais quand la 3e fois, tu t'en prends encore un de râteau, putain, la 4e fois, c'est au-delà du courage, quoi. Et c'est ça qui est... C'était une très bonne leçon, je me souviens, c'était vraiment un moment où nous, on était dans le dur et on s'est dit, ah mais ouais, en fait, faut juste jamais rien lâcher. Et souvent, les gens, d'ailleurs, qui ont suivi un petit peu notre carrière, ils nous disent, vous avez été acharnés. Bah ouais, des fois, il faut un peu d'acharnement. Mais ça vaut le coup. C'est clair. Si c'est vraiment ce que tu désires, tu vois. C'est sûr. On a 13 minutes devant nous, donc en vrai, je vais peut-être un petit peu plus m'orienter sur... je sais pas si on met ça déjà dans un... T'avais vu toutes tes questions ? C'est bon ? T'as tout... pour rien oublié ? En vrai, honnêtement, je pense que si j'aurais voulu vraiment faire les choses à 100%, oui. on était encore là dans 2 heures. De toute façon, c'est à chaque fois pareil. On sait pas, hein, peut-être une partie 2 dans quelques temps, avec grand plaisir. Mais non, déjà, une question un petit peu enfantine. Une question. Enfantine, oui. Une question d'infanterie. Coupé. Ouais, c'est ça, coupé. Ça fait quoi de voir Tom Cruise en vrai ? Oh, génial. Ça fait rougir. Moi, tu m'étonnes. Wow. Génial. Ouais, ça c'était... C'est incroyable en vrai. C'est trop long à raconter d'ailleurs. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est que moi, c'est un mec que je suis depuis que j'ai, je sais pas, 13-14 ans. Mais vraiment, j'adore l'énergie en fait qu'il met dans ses films. Mais même dans des Hommes d'honneur avec Jack Nicholson, quand il fait l'avocat, qu'il arrive à faire plier le général, tu vois, il y a plein de films dans lesquels tu dis, il y a une énergie vraiment unique. Le mec, il veut faire mieux et plus tout le temps, quoi. Et ça a été aussi forcément une inspiration. Moi, j'ai des films qui m'ont conditionné et j'ai des humains qui m'ont conditionné à vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Dans les films, j'aime bien les citer, j'en ai reparlé en plus tout à l'heure. J'ai Forrest Gump, Big Fish et Bienvenue à Gattaca. Okay. Ces 3 films-là, pour ceux qui ont la chance d'avoir vu les 3, ils vont dire « Ah ouais, tu vois le lien du fait que c'est un mélange d'être un yes man, c'est un mélange de suivre les signes, c'est un mélange de jamais lâcher ce que tu as prévu et de faire des connexions, de prendre soin, de respecter tous les gens que tu rencontres. » Bienvenue à Gattaca, c'est quoi le truc déjà ? Le pitch ? Vite fait.
Bienvenue à Gattaca, c'est on vit dans une période où on peut génétiquement améliorer en fait les fœtus. Donc en fait, tu peux naître en étant beaucoup plus fort au niveau physiquement, au niveau santé, tout ça. Donc forcément, il y a une scission qui se crée dans la société. Donc tous les gens qui sont nés modifiés, ben, ils ont tous les postes de responsabilité compliqués. Et si t'es né encore naturellement, bah t'es balayeur, quoi. D'accord. Ah ouais. Et lui, il naît biologiquement normal. En plus, avec son grand frère qui lui n'est pas, son petit frère pardon, qui est du coup plus grand que lui, plus fort, plus tout, tu vois. Et il se barre à 16 ans de la maison parce qu'il en a marre en fait. Il est plus petit que lui. Et ses parents, ils pensent qu'au dernier parce même ses parents se sont fait prendre par ce truc-là, tu vois. Et lui, son rêve, c'est d'être astronaute. Donc autant dire que impossible. Ouais. Et le mec, il plie le système, quoi. Ah, génial. Donc, tu vois, je me souvenais pas du tout. Je regarde ce film, enfin, je le regarde, j'ai plus besoin de le regarder, je l'ai dans ma tête, qui déroule. Mais pareil avec Forrest Gump et Big Fish, pour ces autres traits que je t'ai cités, pour moi, c'est des films qui faisaient vibrer en moi des choses qui étaient déjà là, mais qui ont confirmé le truc et qui m'ont dit, OK, toi, t'es comme ça, c'est ça, et du coup, ne laisse personne d'autre venir tâcher ça, c'est ton truc à toi. Et puis, c'est génial. C'est vrai que la spécialité de Tom Cruise, et pour avoir discuté avec lui, justement, ça se révèle être complètement vrai, c'est que c'est ce que tu disais dans ces films, à chaque fois, tu vois qu'il pousse une aptitude un peu loin. Moi, je me souviens, c'est con, mais parce que du coup, j'étais une gamine, tu vois, du film Cocktail, où bah, justement, en fait, il jongle avec un truc de cocktail, et c'est con, mais il a dû apprendre à faire ça. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment son point d'honneur de faire lui-même ses cascades et de pousser tel sujet ou quoi. Donc, s'il fait un truc où il y a besoin d'aller dans l'eau, bah, il va vraiment bosser sur l'apnée, essayer de développer à fond son corps pour voir les limites du corps humain et de ce qui est possible d'être fait et d'aller au maximum du truc, quoi. Et c'est passionnant parce que c'est toujours dans cette... Enfin, moi, ça rejoint aussi un petit peu le message de mon bouquin qui est que, en fait, tu es capable de vachement plus que ce que tu crois. Que faut jamais te mettre au panier parce que c'est jamais trop tard pour commencer quelque chose qui t'anime. Et surtout, tu sais pas jusqu'où tu peux aller, en fait, tant que tu t'es pas lancé dedans. Et si tu te mets vraiment à faire quelque chose que tu aimes, ben, y a de grandes chances que tu arrives à développer des capacités qui sont dingues, en fait. Ouais. Et c'est assez fou de te dire, on te donne à la base un corps humain qui est lambda, et libre à toi de mettre des options dessus, en fait, tu vois. Tu vas te pimper. Ouais, non, mais c'est ça. Je te custom. et du coup, c'est chouette parce que tu n'as jamais fini d'apprendre et de te développer, finalement. Ouais. Donc, c'est cette quête de... C'est pas non plus être idéaliste, c'est juste cette quête d'amélioration, en fait, ouais, tu peux, qui est géniale. Tous les jours, tu peux faire mieux que la veille. Puis tu peux vraiment... Et en fait, tu le fais. On a l'impression de dire... parce qu'on va se juger que, entre guillemets, pareil, sur une performance sportive ou mentale, mais en fait... On arrive toujours à faire mieux le lendemain que la veille parce qu'en fait, on a appris, on a plus de patience, plus de recul, forcément, en fait. On est forcément mieux. Et quand il y a des gens comme Tom Cruise qui l'amplifient, qui le mettent encore plus en lumière, bah, c'est génial. Et puis, avoir la chance d'échanger avec ces mecs-là. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la première minute où il vient nous dire bonjour, donc on n'est que tous les trois. Hein. Ouais. Et ça commence par une minute d'éloge de sa part. Pendant une minute, il nous dit qu'on est incroyable, qu'on doit inspirer plein de gens, que c'est génial ce qu'on fait. Génial. Et toi, t'as envie de faire pause, tu fais non. C'est pas l'inverse normalement. tu prends, mais t'es là genre, oh là là. Ouais. Ça, c'est incroyable. Il est super gentil, il te donne 100% de son attention, il écoute vraiment avec à fond tout ce que tu lui dis et tout, et c'est hyper agréable. Ouais. Putain. Et il est très bien conservé. Pour les filles qui se demanderaient, oui, il est très bien conservé. Greg en PLS. non, ça compte pas. On a dit que ça comptait pas. Ouais. Ah, ok, bon, bah, ça oui, va. Comme Charlize Theron, ça compte pas. Non, mais je trouve que c'est bien parce que ça me donne envie aussi de donner ce message-là qu'il faut suivre ce qu'on a envie de faire sans se faire trop polluer par ce que font les autres. Il faut quand même regarder ce que font les autres parce que ça te donne des informations, mais il faut pas se faire polluer ou diminuer à cause de ça. Je reprends aussi un exemple d'amis humoristes qui des fois avaient ils me l'ont tous dit, c'est pas besoin d'en citer un et ça a été le cas pour tous. Hein. Ils m'ont tous dit, des fois c'est difficile, pas dire qu'on tombe dans des dépressions, mais tu dis, moi je veux passer à l'Olympia, j'y arrive pas, puis je vois lui il y est, et puis lui il arrive à jouer dans un film, puis lui il était à France Inter, puis lui... Mais en fait c'est un à la fois qui fait un truc, tu vois. Toi, t'as l'impression que tout le monde est en train de faire mieux que toi, et que toi, t'es laissé et que t'es le seul à pas arriver à tout faire, mais non.
Tu vois, faut prendre ça comme de l'inspiration, profiter de dire, ah tiens, bah super. Bah, ça veut dire que c'est un mec de plus qui l'a fait, donc ça va me rendre le truc plus facile. C'est en ça que je pense, vivre aux États-Unis ou se développer aux États-Unis est positif, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, en France, quand tu fais un truc, t'as l'impression que, ah putain, il l'a fait, moi je l'ai pas fait, ou il y a une jalousie, ou il y a un truc qui se passe. Aux États-Unis, c'est, bah génial. Explique-moi comment t'es arrivé à faire ça. Bah, c'est génial. Tiens, j'ai pas pensé. Et ben, tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Il y a pas d'ombre. C'est élévateur. Ouais. Donc, on peut être plusieurs à monter ensemble, ou même des fois s'entraider à monter même. Et ça veut pas dire qu'on va se prendre une place qui n'existera plus pour l'autre. Et exactement. C'est vrai, et il y a de la place pour tout le monde. Il faudrait amener, tu vois, ils sont juste là, il faudrait amener cet esprit-là. Alors, il n'y a pas tout à prendre, mais c'est le cas dans tous les pays. Ça sert à faire c'est trop facile de pointer du doigt, mais cet esprit-là américain, j'aimerais bien qu'ils viennent un petit peu en Europe. Ça ferait du bien. Carrément. Chacun a la place d'exister, et puis plus t'es nombreux. Toi, un youtubeur, il voit un autre youtubeur, il fait merde, il y a un youtubeur, mais tant mieux. En fait, parce que il y a déjà des populations, des communautés qui sont créées, bah, ça va se bénéficier, ça va se multiplier, ça va se partager. En fait, tout est positif. Ouais, et quand on s'unit, en fait, on multiplie. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Pour terminer, vous me laissez une petite phrase, en fait, j'aimerais juste terminer par un aspect qui est celui de votre couple. J'aurais un peu plus voulu déblatérer à ce sujet-là, mais on n'a pas nécessairement le temps. C'est vous, comment vous voudriez donner un message de fin avec comment dire, je vais arriver à trouver mes termes. Le couple que vous avez, qui est, comme je l'ai dit juste avant, c'est admirable et c'est beau à voir. Comment vous transposez ça pour un message de fin? Génial, parce que d'habitude, notre message de fin, c'est d'encourager les gens à aller oser faire du parachutisme. Encore une fois, j'aime pas le mot au final, parce que c'est du vol libre, tu vois. Et là, pour une fois, effectivement, tu nous offres l'opportunité de le faire au niveau, de parler du couple, et on a vraiment plein d'amis, toi comme Verino avec sa femme, comme il y a pas longtemps, on a rencontré ton pote Gillian sur Instagram, qui travaille aussi avec sa femme. En fait, ça fonctionne super bien, et c'est une force parce que t'es tout le temps ensemble, donc des fois ça va être plus dur, mais il y a beaucoup de fois où ça va être plus simple. Parce que justement, tu vas partager tes doutes, partager tes craintes, tu vas pouvoir parler encore plus souvent du projet commun. Et des fois, il y a des petits écartements pour se retrouver, c'est encore mieux. Karen, elle fait son livre, elle a voulu du temps, parce que moi, si je suis à côté d'elle, je la fais chier sans arrêt. Donc, hyperactif. Voilà. Donc, et elle s'est écartée un petit peu pour faire son livre. Moi, j'ai pu faire du coup même d'autres rencontres. Je suis allé au Danemark faire d'autres choses. Enfin, finalement, on multiplie encore une fois. Parce qu'en plus, quand je suis là-bas, je parle de son livre. Peut-être que pendant qu'elle est en train d'échanger ou faire des trucs, elle reprend une histoire et puis peut-être qu'elle rappelle un attaché presse ou un truc. Enfin, je veux dire, en fait, ça fait que augmenter le fait de travailler aussi en couple. Donc, faut pas hésiter. C'est le message que je tentais de faire passer. Faut pas hésiter pour les gens qui disent, je travaille bien que ma femme, mais elle est chiante, ou des trucs comme ça. Ah, ça peut arriver. Hein. En fait, naturel. Non. En fait, non. Si tu as choisi d'être avec cette personne-là, ton mari, ta femme, ton copain, ta chérie, n'importe quoi, tu l'aimes pour ce qu'elle est et t'aimes bien passer du temps avec, donc en fait ça marchera d'oser bosser ensemble. C'est bizarre au début, hein. Mais des trucs tout simples au début, faire du sport à côté ensemble ou machin, tout est bizarre en fait au début. Mais c'est bizarre quoi, 2 jours, 10 jours, 20 jours. Ouais, et surtout se souvenir, parce que sur le long terme en fait, un couple, sans t'en rendre compte, des fois tu peux en arriver à avoir une forme d'emprise sur l'autre sans le vouloir des fois. D'exiger des choses, tu veux dire? Non, d'emprise, tu vois, de vouloir formater un petit peu à ce que tu fasses comme moi j'aime bien, ou que moi je fasse comme toi t'aimes bien. Ou, mais comme je fais, c'est mieux. Voilà. C'est génial, j'ai même pas eu besoin d'expliquer. Mais en gros, oui, c'est ça. Et se souvenir en fait que on est 2 entités et que en fait on forme un trio à 2. C'est-à-dire qu'il y a les individualités de chacun, il y a ce qu'on est ensemble. Mais c'est ça la force. Et du coup, faut surtout pas essayer de bouffer l'autre et de l'amener à l'uniformiser à sa façon, parce que sinon on va perdre cette richesse. Et de se souvenir que c'est important, et de se garder, de se laisser la liberté d'être qui on est, de faire ce qu'on a envie d'être, de penser différemment et de se faire confiance. Surtout que c'est une force d'avoir des points de vue différents ou des façons de faire différentes. C'est une force, c'est l'escape game. Tu veux sortir de l'escape game, il faut tous les profils différents. Tu sors 10 fois plus vite. Et là, c'est pareil. Moi, je vais être le mec qui va plier les parachutes super carrés. Karen, elle va penser à des trucs de
Bah, j'ai prévu la bouffe parce que t'as pas pensé, mais en fait, à cette heure-là, tous les restos sont fermés. Tu vois, c'est des trucs, moi, je vais pas y penser du tout et inversement. Et c'est pas tout rose, oui, bien sûr. Il y a des fois où justement, malgré toi, tu t'étouffes un peu et il y a des coups de gueule, mais... Non, pas nous. La thérapie, Greg. C'est impossible que tu ailles voir un thérapeute, c'est impossible. Je vais y arriver, hein. Mais j'y vais sans arrêt. Bref, mais en fait, sur le long terme, c'est extra parce que tu développes une complicité qui est un peu comme, tu vois, celle que tu as quand t'es frères et sœurs et que tu grandis, en fait, toutes ces années, que tu t'entendes bien ou qu'il y ait des chamailleries. En fait, vous vous connaissez par cœur. Et il y a des choses où tu es juste un regard et tu sais. Et ça te fait quand même plein de raccourcis et puis plein de super trucs. Et encore une fois, comme tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui pour notre sport, c'est que tout ce que tu vis qui est incroyable, c'est décuplé quand tu le partages. Et de pouvoir justement, des fois même sans un mot, tu vois, tu vois un lever de soleil hyper émouvant ou un coucher de soleil ou, je sais pas, ou une scène de deux êtres humains qui se retrouvent, tu vois, et t'es là et t'es témoin de ça et tu fais waouh, c'est fou. Et si t'es tout seul, c'est pas pareil que s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi et tu sais que l'autre voit la même chose, quoi. Donc, c'est un moyen de te reconnecter à la réalité et de pas vouloir à tout prix tout partager sur les réseaux, tu vois. Du fait que tu sois avec quelqu'un, tu sais que tu as partagé cette chose, t'as pas nécessairement l'envie de le partager avec quelqu'un d'autre parce que tu es avec ta moitié et que tu l'as vécu des meilleures des manières. On va s'arrêter là malheureusement, mais franchement, honnêtement... Épisode 1. Épisode 1, franchement... Sur 150. Non, mais honnêtement, ce podcast, et je le redis encore, il est vraiment pas prêt de s'arrêter. Et vraiment, je le dis sincèrement. C'est pas pour autant qu'on a l'épisode... Bon, je sais pas ça sera combien ça, mais on sera aux alentours des 115, 120. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, avec grand plaisir, si vous voulez faire une partie 2 dans quelques années, même s'il le faut, en tout cas, on restera en contact avec grand plaisir. Et puis, merci infiniment, vraiment, d'être venu. Enfin, vous avez été top du début jusqu'à la fin. Vous avez répondu à mes questions et dis-moi. Moi, je te propose un rendez-vous février-mars, un truc comme ça. Parce qu'on vient d'obtenir les visas américains de sportifs de haut niveau. Donc, c'est valable 5 ans. Et maintenant, on peut faire ce qu'on fait en France, on peut le faire aux États-Unis. On y va déjà pour faire des records du monde, mais on peut faire des démonstrations, faire tout ce qu'on fait en France là de professionnels, on peut le faire maintenant aux États-Unis. Donc, à partir de fin août, à partir de la fin du record du monde qu'on va essayer de battre fin août, on va y rester et on va revenir pour Noël. Donc, si tu veux, janvier-février, on te fait un compte rendu de cette première immersion américaine. Ah bah carrément, avec grand plaisir. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de te voir dans un avion. Bah Greg, on bosse dessus. Greg, on se redira. Spoiler les amis, peut-être. Spoiler. Parce que t'as pas sauté en parachute encore. Non, mais c'est vrai qu'on a eu une discussion avec Greg à ce sujet-là et j'aimerais beaucoup. Voilà, donc on en rediscutera, Greg, avec grand plaisir. Mais en tout cas, encore une fois, merci à vous deux d'être venus. Vous êtes trop mignons, c'est trop cool, vous êtes adorables. Vraiment trop bien. Merci à tous d'avoir regardé. Je sais pas s'il y a encore une caméra qui fonctionne. Bon, bref, en tout cas, il y a des audios. C'est pas grave. Il est 23h. Les outils dorment derrière. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, d'avoir écouté l'épisode. Et puis nous, on se retrouve pour un solo, comme d'habitude, chaque semaine. Voilà, la bise et à très bientôt. Ciao.